Bien, bonjour à chacune et chacun. Nous allons donc commencer cette conférence, qui est une conférence qui va clore le premier cycle d'un cycle de conférences organisé par le CODEF Toulouse Métropole et la métropole de Toulouse sur la question de la transition socio-écologique. Donc nous avons conduit sur les années 2024 et 2025 11 conférences débats, et donc cette conférence va clore ce premier cycle autour de la question eh bien, des stratégies d'adaptation au changement climatique. Donc je vais dans un premier temps rappeler très rapidement les 11 conférences débats que nous avons tenues, et puis je passerai la parole à Aurélie Anna, qui est la directrice climat et transition écologique à la métropole de Toulouse, qui donnera le calendrier actuel de l'élaboration de la stratégie d'adaptation de la métropole toulousaine. Et puis nous passerons à un temps d'échange et de débat avec deux interventions liminaires. Je présenterai tout à l'heure donc Hélène Pesquine qui est ici, et donc Geneviève Bretagne, qui l'une et l'autre interviendront, et puis ensuite, bon, la tradition étant celle-là, nous ouvrirons sur un temps de questions-réponses. Alors peut-être d'abord rappeler rapidement les différentes étapes de ce cycle qui a donc démarré en avril 2024 avec une conférence d'Aurélien Ribes, chercheur au Centre national de recherche météorologique à Toulouse, qui nous a aidé à prendre la mesure du réchauffement climatique ici à Toulouse, dont le climat pourrait ressembler à celui de Valence en Espagne à échéance de 2045-2050, avec des étés qui ressembleront à nos canicules actuelles et des sols secs un tiers de l'année. Ensuite, en juin, Julia Hidalgo, qui est directrice de recherche au CNRS, est revenue sur la question de la surchauffe urbaine, qui limite donc la fraîcheur nocturne en ville, et qui a précisé qu'à Toulouse, un tiers des nuits estivales connaît une exposition forte de plus de 3 degrés, et que Toulouse fait partie des villes françaises qui peuvent connaître des îlots de chaleur urbains à plus 6 degrés. En septembre, Sabine Barre, professeure à Paris Panthéon-Sorbonne, a rappelé l'existence d'un désaccord sur le terme même de transition, considérant qu'un certain nombre de travaux soulignent ce qu'elle a appelé un schisme de réalité, soit un décalage croissant entre des politiques finalement assez peu volontaristes avec des effets très limités et une dégradation rapide du climat. Elle a par ailleurs mis en garde sur le techno-solutionnisme en raison de l'effet rebond, invitant à prendre au sérieux l'exigence de sobriété. En décembre, Aude Sturma et Geoffrey Carrère, sociologues à l'université Jean Jaurès, ont insisté pour leur part sur la sévérité du déficit hydrique dans le sud-ouest, soulignant une réduction du manteau neigeux de 30 à 62%, une diminution des débits de toutes les rivières du sud-ouest de 20 à 40%, voire même 50%. Ils se sont par ailleurs intéressés à la perception des risques concernant les usages de la ressource en eau et à la nécessité impérieuse de développer une culture du risque, ce qui suppose préalablement de sensibiliser au cycle de l'eau. En janvier 2025, Jean-Baptiste Combi a mis l'accent sur les limites d'une vision individualiste de la transition
où la responsabilité est renvoyée sur les épaules des individus. Il a également mis l'accent sur l'inégale contribution aux émissions de gaz à effet de serre entre classes sociales, opposant des classes aisées qui expriment généralement des préoccupations fortes, mais qui se montrent, on pourrait dire, écolo, mais pas trop, c'est-à-dire conciliant un impératif écologique et économique dans un objectif de maintien de leur statut et de leur mode de vie, et de l'autre, des classes populaires, plus distantes sans doute à ce discours de la morale écologique, mais dont les modes de vie sont infiniment plus sobres. En mars, Frédéric Vallée, économiste à l'INRAE, est revenu sur la question de l'agriculture et de l'alimentation, rappelant que l'autonomie alimentaire de la France est aujourd'hui d'environ 60%, mais qu'elle est freinée par une spécialisation territoriale de l'agriculture, une forte dépendance aux importations, la disparition des petites exploitations, le vieillissement des agriculteurs, leur pauvreté, la concentration des aides européennes et la concentration des centrales d'achat. Il a insisté sur le rôle des habitudes alimentaires, rappelant que la principale source des émissions de l'alimentation provient d'une consommation plus élevée de protéines animales et soulignant que depuis 1950, la consommation de viande en France par personne a doublé. Il a enfin indiqué qu'aucune ceinture verte ne pourra assurer l'autonomie alimentaire des villes et qu'en moyenne, cette autonomie alimentaire à l'échelle des régions est d'environ 35%. En mai, Alexandre Ribéron de l'Université Paul Sabatier a abordé la question de l'effondrement de la biodiversité en soulignant les modifications des habitats, leur destruction, leur réduction, leur fragmentation, mais aussi l'invasion d'espèces exotiques, en rappelant bien sûr l'importance du rôle de la biodiversité et des services écosystémiques qu'elle rend. En juin, Jean-Marc Antoine, professeur à l'université Jean Jaurès, a réinscrit le risque d'inondation dans l'histoire longue de la Garonne et a souligné une organisation du bassin versant qui favorise des crues puissantes en montrant par ailleurs les limites des stratégies d'endiguement et la nécessité de nouvelles modalités de gestion du risque. En septembre, Steve Agimon, historien à Sciences Po Toulouse, a poursuivi dans la réinscription de la situation écologique et climatique actuelle dans le temps long de l'histoire et des dynamiques engagées depuis le XVIIIe siècle, montrant une mise en tension ancienne de la volonté d'exploiter les ressources forestières par exemple et d'une autre volonté, celle de leur préservation. En octobre dernier, Bruno Revelli, enseignant-chercheur à l'université Jean Jaurès, a montré que les transports représentent le principal émetteur de gaz à effet de serre et jouent un rôle majeur dans l'artificialisation des sols et la dégradation de la qualité de l'air, nécessitant donc d'engager une transition dans un secteur où coexistent routine quotidienne, grands voyages, déplacement des individus, déplacement des marchandises. Il a rappelé que les voitures particulières sont responsables de la moitié des émissions, les poids lourds d'un quart, les véhicules utilitaires légers 15% et l'aérien de 4%. Enfin, en novembre dernier, Fabienne Brugère, philosophe à l'université Paris, a souligné la fécondité de l'éthique du soin pour promouvoir une autre conception des rapports entre humains et non-humains, susceptible de refonder le lien démocratique sur le double constat d'une interdépendance généralisée des vies et d'une vulnérabilité de chacune et chacun, permettant d'envisager un retour à une capacité d'agir. Donc voilà rapidement, très rapidement,
rappeler ce que nous avons échangé au cours de ce cycle-là. Bien sûr, dans chacune des séances, les intervenantes et intervenants ne se sont pas contentés d'établir un diagnostic, ils ont aussi avancé des pistes d'action, des solutions. Et donc nous en arrivons aujourd'hui à la question qui préoccupe chacun, c'est comment s'adapter au changement climatique. Bien sûr, continuer à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre pour les réduire, mais aussi s'adapter à ce changement climatique. Donc on va revenir sur ces stratégies d'adaptation et d'abord demander à Aurélie et Anna de faire un point d'information sur où en est au fond la métropole de Toulouse dans l'élaboration de sa stratégie d'adaptation. Aurélie, je vous passe la parole. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc effectivement, moi, avant de poser un petit peu l'état des lieux, où en est la métropole sur l'appréhension de ces questions climatiques, je voulais revenir, comme vous l'avez indiqué Marie-Christine, sur ces deux volets de l'action climatique. Ce qu'on appelle l'atténuation et l'adaptation, vous le savez tous, c'est l'augmentation, c'est l'activité humaine qui utilise massivement des énergies appelées énergies fossiles, le pétrole, le charbon, le gaz, qui génèrent des émissions de particules quand on fait des combustions de ces énergies, qui viennent réchauffer l'atmosphère et provoquer donc ce changement climatique, ce changement du système climatique, qui va venir modifier les températures, les précipitations, etc. Ces activités humaines qui utilisent les énergies fossiles, c'est la principale raison du changement climatique provoqué par l'homme, suivi par la déforestation, qui est un volet important qui nous prive en fait de la capacité de la planète à venir réguler l'émission de CO2 dans l'atmosphère en captant ce carbone pour la croissance des espèces forestières notamment. Le changement climatique qui va avoir des impacts sur tous les écosystèmes, sur nos sociétés, sur nos modes de vie. Donc au travers notamment des inondations, des sécheresses, des canicules, des feux de forêt, etc. Et donc il faut absolument agir sur les deux volets, c'est ce que Marie-Christine a dit. On s'occupe de l'adaptation, il ne faut pas laisser tomber l'atténuation. Donc l'atténuation, on y travaille à la métropole depuis un moment au travers de notre plan climat, notamment pour agir, pour limiter justement le recours à ces énergies fossiles, au travers par exemple de l'offre alternative à la voiture thermique, donc la création par exemple de pistes vélo, au travers de la rénovation des logements pour essayer de limiter la consommation des énergies fossiles dans le cadre du chauffage, etc., en multipliant les énergies renouvelables pour qu'elles viennent se substituer aux énergies fossiles. En parallèle, donc, il faut absolument travailler également sur l'adaptation. Donc ça passe par un certain nombre de sujets comme la lutte, les programmes de prévention et de lutte contre les inondations, les programmes de rafraîchissement de la ville, par exemple. Et surtout, donc l'idée c'est comme dit le GIEC, là, ce qui est indiqué sur la diapositive, l'idée c'est d'éviter l'ingérable, en limitant l'aggravation de notre impact sur le changement climatique, essayer de s'en tenir au maximum à ce qu'on a déjà émis pour éviter l'ingérable, tout en gérant l'inévitable, c'est-à-dire en s'adaptant à ce qui va de toute façon nous arriver, qui nous arrive déjà. On le constate notamment malheureusement dans les nouvelles actuelles qui défilent sur le sujet. L'idée, c'est surtout aussi de faire attention à ne pas aller sur de la maladaptation, c'est-à-dire d'avoir des idées qui se diraient tiens, on va s'adapter au réchauffement, et puis en fait, par la solution qu'on identifie, on va aggraver le problème du réchauffement. Par exemple, mettre des climatisations, on va se rafraîchir, mais en fait, ces clims, elles viennent utiliser beaucoup d'énergie qui souvent ne sont pas fossiles, et en plus, elles réchauffent l'atmosphère par leur fonctionnement. Ça peut être venir cuveler des rivières pour essayer de maîtriser les débordements. Et en fait, on ne fait qu'accélérer la vitesse de l'eau quand les pluies
deviennent plus importantes. Donc ce changement climatique, il existe à l'échelle mondiale, mais en fait, quand on regarde un peu plus près, selon les endroits de la planète et les vulnérabilités spécifiques aux différents territoires, on va avoir des impacts qui peuvent être différents. Et notamment, je voulais rappeler 3 chiffres qui me paraissent hyper importants, qui sont parus dans le dernier rapport de l'Agence européenne de l'environnement, qui dit que l'Europe se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète, qui dit que 80% des habitats naturels protégés sont en mauvais état ou en très mauvais état en Europe, et qui dit également que lors de la dernière décennie, la forêt européenne a perdu pas moins de 30% de sa capacité à capter le carbone et donc à jouer ce rôle de puits de carbone. Donc voilà, l'Europe, on est quand même particulièrement exposé à ce changement climatique. À Toulouse, l'actualité montre également qu'on subit également les effets de ce changement avec des inondations qui peuvent être des inondations par débordement avec des crues des rivières et ou de la Garonne, mais aussi qui peuvent être des inondations dues, ce qu'on appelle des inondations dues au ruissellement, c'est-à-dire que sur nos villes très imperméabilisées, bitumées, l'eau s'infiltre peu et face à des précipitations qui vont devenir de plus en plus intenses, pas forcément diminuer, augmenter en quantité totale sur l'année, mais venir tomber très fortement à des moments ponctuels, on va avoir des phénomènes d'inondation par ruissellement parce que la Terre n'a pas la capacité d'absorber à la hauteur de ce qui tombe du ciel. On a aussi donc des problèmes de sécheresse, des problèmes de canicule, et également provoqués par ces sécheresses, la question du retrait et gonflement des argiles. On est sur un territoire dont les caractéristiques de sol, voilà, peut provoquer ce qu'on appelle des rétractations et des gonflements de la terre, retrait-gonflement des argiles parce que ces sols contiennent des argiles qui sont comme des éponges. Quand il fait sec, ça se rétracte, le volume diminue. Dès qu'il pleut, ça se gonfle comme une éponge. Et donc ça peut déstabiliser les bâtiments et provoquer des fissures dans les bâtiments publics ou privés. Ce qui est un gros problème. Et Toulouse est particulièrement soumis, sur certaines zones, à ce risque de retrait-gonflement des argiles. Alors face à ce tableau général, la métropole, qui mène déjà pas mal d'actions sur le volet atténuation, s'est emparée également de sujets d'adaptation, au travers notamment de ce qu'on appelle le PAPI, le programme d'action et de prévention des inondations. On a mis en place depuis plusieurs années un dispositif de monitoring des îlots de chaleur urbains avec des sondes éparpillées sur le territoire qui nous permettent de caractériser, selon les zones dans laquelle on est sur le territoire métropolitain, l'effet de surchauffe urbaine qu'apporte donc la configuration de la ville par rapport à la température qui fait au même moment plus en zone rurale. Et puis on est en train de déployer un réseau écologique au travers de 5 grands parcs qu'on va essayer d'amplifier. Au niveau de la ville de Toulouse, il y a aussi des actions que vous connaissez peut-être, plus peut-être visuelles ou plus communiquées, notamment au travers du programme Toulouse plus fraîche et du plan arbre qui vise donc à végétaliser davantage et à rafraîchir la ville. Mais au-delà de ces actions ponctuelles, on a bien senti qu'il y avait nécessité de s'emparer du sujet de l'adaptation et d'en faire une stratégie globale qui va venir chercher tous les enjeux et tous les impacts du changement climatique sur le territoire et les spécificités de nos territoires pour apporter des réponses, des plans d'action sur tous les sujets et à l'échelle métropolitaine. Donc l'idée, c'est d'intégrer, au-delà de ce qu'on a déjà vu, la végétalisation, rafraîchissement, inondation, etc., les questions de santé, environnement, les questions de retrait-gonflement des argiles, que pour l'instant on constate mais qu'on n'a pas traitées, les questions de résilience alimentaire ou de résilience de nos infrastructures, qu'elles soient routières ou énergétiques. Et donc, cette action de conception, d'élaboration d'une stratégie, d'un plan d'action, elle fait partie de notre plan climat. Pardon. Et donc, sur l'année 2025-2026, on a entamé des travaux
pour réaliser un diagnostic des vulnérabilités de notre territoire, pour hiérarchiser les enjeux. On essaie de faire du benchmark pour s'inspirer de ce que font les autres territoires, notamment des territoires plus au sud, déjà soumis à des températures et des difficultés cohérentes avec celles qu'on va rencontrer. Et puis on essaie de se projeter un petit peu sur qu'est-ce que serait la ville si on ne faisait rien et qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'on veut absolument éviter. Pour élaborer donc une stratégie et un plan d'action qui seront soumis après les élections municipales et donc à la nouvelle mandature métropolitaine pour une mise en œuvre à partir donc de la fin du premier semestre 2026, sachant que donc ce volet adaptation sera vraiment une partie intégrante du futur plan climat qu'on s'apprête à réviser également, parce que les plans climat, donc ça a une durée de 6 ans, et au bout de 6 ans, on doit les réviser et reprogrammer un nouveau programme de 6 ans. Donc c'est ce qu'on va s'atteler à faire en 2026, et donc notre stratégie adaptation, elle va venir s'intégrer à ce plan climat. Je vous partage rapidement en 2 slides les premiers éléments du diagnostic des vulnérabilités. Tout d'abord, donc sur la gauche, vous voyez donc la France métropolitaine. Le GIEC envisage un réchauffement à plus 3 degrés au niveau mondial sur la France. On a donc une stratégie qui vise à s'adapter à un réchauffement à plus 4 degrés. Ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, l'Europe se réchauffe 2 fois plus vite, et donc ça a des conséquences aussi en termes de température à l'horizon 2100. Et puis, comme disait Marie-Christine, vous voyez sur cette carte un certain nombre de grandes villes dont le GIEC projette le climat d'autres villes qui sont beaucoup plus au sud. Et Toulouse, effectivement, on projette le climat de la ville de Valence en Espagne, pas celle de Valence en France. Bon, ce qui n'est pas sans faire travailler les esprits quand on sait ce qui est arrivé à Valence, même si on n'a pas le même urbanisme, on voit un peu la violence éventuellement des modifications climatiques que ça peut générer. Sur la droite, vous avez une courbe qui montre en haut, en rouge, le nombre de jours qui vont dépasser 30 degrés. Donc, sur la période de référence à gauche, de 1976 à 2005, c'est la moyenne du nombre de jours dépassant 30 degrés. Le second point, c'est 2030. Ensuite, on a 2050 et 2100. Et donc, pour cette courbe des jours dépassant 30 degrés, on voit qu'on aura un doublement des jours dépassant les 30 degrés en 2050 et un triplement en 2100. Et sur la courbe du dessous, c'est le nombre de nuits supérieur à 20 degrés, c'est-à-dire c'est une température en dessous, enfin à partir de laquelle, si la température ne redescend pas en dessous de 20 degrés, le corps n'est pas en capacité de se restaurer, de se régénérer et de redémarrer, reposer pour la journée suivante. Et donc sur cet indicateur de nuit, qu'on appelle aussi nuit tropicale, supérieure à 20 degrés, on voit qu'on a un facteur x2,5 des nuits tropicales dès 2030 et presque un triplement en 2050. Donc voilà, l'évolution de ces indicateurs ne seront pas sans conséquences directes sur notre qualité de vie, voire sur la santé des habitants. Et donc c'est important de s'y préparer, sachant donc dans le petit encart en bas à droite, il y a des petites alertes supplémentaires, notamment le fait que ces augmentations de température ne prennent pas en compte l'effet d'îlot de chaleur urbain. Donc en fait, comme a dit Marie-Christine, le fait qu'à Toulouse, on peut connaître des phénomènes de surchauffe urbaine allant jusqu'à plus 6 degrés, ça veut dire qu'il faut aller rajouter ces plus 6 degrés à ces températures. Et par ailleurs, il y a un petit point aussi sur les précipitations, mais j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Au total, la quantité de précipitations, a priori, elle ne va pas varier énormément. C'est simplement la saisonnalité, en fait, les intensités et les périodes sur lesquelles la même quantité d'eau va tomber. À Toulouse et sur le territoire métropolitain, on est particulièrement exposé à l'augmentation de 3 aléas. Celui des canicules, qui provoque et qui va augmenter du coup les conséquences de l'îlot de chaleur urbain. L'aléa sécheresse, qui va donc impacter sur la réduction des débits d'eau et, on en a parlé tout à l'heure, le retrait-gonflement des argiles. Et l'aléa des précipitations exceptionnelles, donc les précipitations intenses que j'évoquais,
qui va à la fois venir aussi jouer sur le redégonflement des argiles avec ce phénomène de sécheresse et eau massive qui viennent gonfler et rétracter les sols. Et précipitation, je l'ai dit aussi en introduction, qui va venir accentuer tout ce qui est inondation par ruissellement et par débordement. On a aussi d'autres expositions sur le territoire qui sont notées en bas en vert, les feux, les vents, etc., mais qui sont moins impactants pour notre territoire. Je crois que j'en ai fini. Je voulais simplement terminer en vous disant que donc, sur la base de ces éléments-là, la collectivité travaille donc, à l'élaboration d'un plan d'action qui réponde à l'ensemble de ces enjeux pour préparer le territoire, nos modes de vie et les habitants autour de 3 sujets principaux que je vous partage ici. La nécessité de protéger le vivant et les ressources, donc en traitant des sujets de biodiversité, de ressources en eau, de ressources en sol, de santé, d'alimentation. Un autre axe pour travailler le renforcement de la résilience de nos infrastructures et du bâti, donc autour de tout ce qui est aménagement urbain, infrastructures et réseaux. Et puis comment on accompagne aussi notre territoire et sa transformation et la transformation des activités économiques de notre territoire dans ce cadre de changement climatique, l'économie, l'agriculture, le tourisme et les activités de loisirs. Donc voilà, on essaie d'embrasser large et bien sûr tous ces axes de travail seront présentés aux élus de la prochaine mandature pour arbitrage et poursuite des travaux, intégration et mise en œuvre dans le plan climat. Voilà, merci Aurélie. Donc c'était savoir où en est effectivement la métropole à la fois de ses réflexions et de la manière dont elle aborde la question de l'adaptation. Donc je vais appeler maintenant Hélène Pesquine et Geneviève Bretagne et dire le grand plaisir que j'ai à les accueillir l'une et l'autre. Donc rappeler que Hélène Pesquine est architecte et urbaniste d'État, qu'elle a été la secrétaire permanente du plan construction architecture et qu'elle est aujourd'hui la directrice générale adjointe du CEREMA, qui est le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, et qu'à ce titre, elle coordonne un réseau de 10 directions territoriales qui visent à accompagner les collectivités locales dans les transitions climatiques et sociales. Donc merci Hélène d'être avec nous. Et puis Geneviève Bretagne, qui est urbaniste et ingénieure en environnement, qui travaille à l'agence d'urbanisme de l'aire urbaine toulousaine, où elle assure une direction et elle mène actuellement un travail de thèse dans un laboratoire de l'université Jean Jaurès qui vise justement à interroger l'action publique d'adaptation climatique en urbanisme. Donc on va leur céder la parole à l'une puis à l'autre. Donc d'abord Hélène, Geneviève prendra la suite et Hélène réagira au propos de Geneviève, et puis après nous ouvrirons un temps d'échange, de débat, réponses-questions. Je vous laisse la parole. Hélène, c'est à toi. Merci beaucoup Marie-Christine et merci à tous d'être là ce soir. Remerciements également à la métropole toulousaine, au CODEV, de nous avoir proposé d'intervenir pour cette séance de clôture, impressionnante séance de clôture après ces nombreux travaux et ces nombreuses conférences scientifiques. Alors, on espère arriver à vous apporter un peu plus encore ce soir. C'est pas évident compte tenu de la masse d'informations que vous avez déjà eu à connaître. Pour ma part, je vais tenter de naviguer entre ce que vous connaissez déjà bien, les enjeux, et puis des solutions, en tout cas des débuts d'opérationnalisation, on va dire, de la prévention des effets du changement climatique et donc de stratégies d'adaptation, en partie dans cette région Occitanie, mais également ailleurs en France. Et pour ça, je vais venir avec des croisements de dimensions nationales et territoriales. Je vais revenir, le CEREMA est à la fois un établissement public national et un établissement public territorial.
Je vais envisager des convergences entre des vulnérabilités sociales et environnementales, puisque c'est finalement un peu le nœud, je crois, du fil rouge peut-être de ces débats que vous avez eus depuis maintenant 2 ans. Et puis en allant vers les solutions et le retour d'expérience dont on peut témoigner en tant qu'agence technique, à la fois au niveau national et un peu au niveau international. Rapidement, sans être trop longue, le CEREMA, donc centre d'études sur les risques, l'environnement et la mobilité, et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, un acronyme qui dissimule une agence publique de l'État qui a une singularité, c'est qu'elle est devenue en 2023 également une agence publique, un établissement public des collectivités au travers d'un dispositif d'adhésion, comme les agences d'urbanisme ou les CAE. Et donc on est aujourd'hui l'opérateur technique ou l'expert technique in-house, à la fois des collectivités locales, régions, départements, intercommunalités, communes, et de l'État, ministère de la Transition écologique, avec une familiarité, on va dire, avec le grand monde de l'équipement historiquement, donc les risques, l'aménagement, le bâtiment, les mobilités, les infrastructures de transport et les ouvrages d'art, la mer et le littoral. Donc ce sont 2 gouvernances, donc État-collectivité, ces 6 domaines de compétences, et puis 3 missions, résumées rapidement, une mission d'accompagnement des territoires, d'appui aux territoires, à la fois au service de l'État, aux acteurs économiques et bien sûr aux collectivités locales. Une mission d'innovation et de recherche avec à peu près 200 chercheurs, c'est à peu près 10% de notre activité, 2500. De recherche, alors de recherche appliquée dans nos domaines de compétences, mais qui sont quand même des équipes de recherche proprement dites, même en lien très fort avec le monde académique. Et puis une mission de service public à laquelle on tient beaucoup, qui est celle de la diffusion des connaissances, avec, pour ceux qui nous connaissent, une publication assez foisonnante de guides techniques, de petits essentiels, de doctrines, y compris de références, notamment, par exemple, sur l'aménagement des routes et l'auscultation des ouvrages d'art, un certain nombre de sujets autour de ces infrastructures dont on a été aussi un peu l'héritier des services techniques historiques du ministère de l'Équipement. Ça, c'est notre rôle, et qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, depuis quelques années, on peut dire à peu près depuis le Covid, depuis 5 ans, le fil rouge de notre activité de conseil, d'expertise, d'études et de recherche, c'est l'adaptation des territoires au changement climatique. Et c'est pas un effet de mode. Je vous ai dit d'où on venait, quel est l'héritage du CEREMA, d'où on a été construit en 2014 à partir de toutes ces briques de services techniques. On est aujourd'hui essentiellement sollicité par nos bénéficiaires, collectivités, États ou même entreprises, sur les effets du changement climatique et la capacité des gestionnaires de bâtiments, d'infrastructures, d'espaces publics, de fonciers, à supporter ces effets et à les prévenir. Parce qu'en termes de coût de gestion, en termes d'intervention et puis en termes de confort, évidemment, pour les usagers, c'est devenu très prégnant. Alors, il y a les collectivités locales qui ont connu des crises majeures, et il y en a de plus en plus, comme vous l'avez constaté. Par exemple, sur la sécheresse de 2022 et 2023, c'est à peu près tout le territoire national qui a été touché. Mais on a vu à cette époque-là, d'ailleurs, aussi des grands incendies qu'on n'avait jamais vus sur le territoire national, y compris dans le nord de la France. On a connu évidemment des grandes inondations meurtrières. On se souvient de la vallée de la Roya dans le sud-est. On a encore l'année dernière vu une très grande inondation entre Saint-Étienne et Givors à la porte de Lyon. Beaucoup de territoires aujourd'hui en France ont connu des événements climatiques majeurs, et peu sont encore à douter du fait qu'il y ait une évolution du climat. Et donc en fait, ça se ressent très fortement dans les commandes qui nous sont passées par les décideurs locaux. On peut dire sur les stratégies d'adaptation au changement climatique qu'elles sont inscrites dans un document de référence qui a été mentionné tout à l'heure, le plan national d'adaptation au changement climatique, dont le 3e millésime a été publié il y a maintenant 1 an. Et pourtant, donc, il comprend 52 mesures qui évidemment touchent aussi aux mesures d'intérêt local et aux mesures décidées localement. Pour autant, ça reste un plan de papier, il y a assez peu de financement derrière. En plus, avec les crises budgétaires qu'on connaît, les financements de l'adaptation se font plus rares. On a eu pendant 3 ou 4 ans un fonds vert qui a été assez fortement mobilisé pour ces sujets d'adaptation des territoires au changement climatique. Ça sera un peu moins le cas dans les années à venir. Et par ailleurs, au-delà de ce plan national, on a des initiatives locales qui foisonnent. Et pourquoi elles foisonnent ? Parce que l'adaptation, peut-être
contrairement à l'atténuation, qui est un sujet un peu standardisé, on va dire, de réduction des consommations d'énergie, l'adaptation est éminemment localisée. Elle est évidemment dépendante de l'endroit où on se trouve sur le territoire. Alors, on a de suite en tête le retrait du trait de côte et de la submersion marine quand on pense à l'adaptation au changement climatique. C'est un sujet pour la France, évidemment, en outre-mer comme en métropole. Mais en fait, on a aussi des spécificités en montagne qui sont d'ailleurs de plus en plus visibles avec des mouvements de terrain très particuliers et donc des ruptures d'itinéraire, des problèmes de chute de blocs sur les infrastructures dont on s'occupe assez souvent. On a des spécificités rurales, on l'a vu sur la question de l'usage de l'eau par exemple et des conflits d'usage qui peuvent survenir entre les usages agricoles et les usages particuliers ou urbains. Et puis on a des sujets spécifiques aux villes, et notamment aux grandes villes, qui viennent d'être exposées par la métropole de Toulouse, et en particulier ces questions de chaleur urbaine sur lesquelles on a également développé un certain nombre d'outils. Je ne sais pas d'ailleurs comment je peux faire pour le montrer. Et donc c'est peut-être par là que je voulais commencer. Finalement, le CEREMA, c'est aussi un centre de diffusion de connaissances, je le disais, et notamment de ces connaissances croisées entre les aléas liés aux évolutions du climat. Et là, on a la carte du retrait-gonflement des argiles. Alors, vous êtes effectivement très concernés, ça se voit bien en Occitanie. Le centre Val-de-Loire également. Et notre rôle, ça va être à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle locale, de croiser ça avec des réalités sociales, socio-économiques et des réalités bâties et d'aménagement. Donc on parlait tout à l'heure des maisons concernées dans la région Occitanie par le retrait-gonflement des argiles. À l'échelle nationale, on parle aujourd'hui de 12,5 millions de maisons individuelles qui seraient concernées par le risque retrait-gonflement des argiles. Alors un aléa moyen et fort, donc plus évidemment à peu près un tiers de ces maisons qui sont concernées par un aléa fort, mais on mesure quand même l'ampleur de ce phénomène. Ça veut dire 12,5 millions de ménages en France dont le patrimoine est menacé potentiellement par ces sécheresses extrêmes dont on a connu des épisodes il y a très peu de temps, en 2022, 2023. Après, on a eu des années de pluie, et on oublie vite parce qu'on est très résilient. Mais voilà, on a à nos portes quand même potentiellement un scandale, moi je ne sais pas si il faut l'appeler un scandale, mais en tout cas une crise sociale très importante sur cette question du retrait-gonflement des argiles. Et donc notre rôle à nous, ça va être à la fois de mesurer ce risque et de l'évaluer par rapport aux enjeux de bâtiment, mais aussi de trouver localement, y compris en faisant l'expérimentation, des solutions d'adaptation. Là, on a matière développé d'ailleurs par la recherche une solution de réhumidification des sols qui évite d'arriver à la situation de crise de ces bâtiments souvent pas très bien construits, que sont les maisons individuelles pavillonnaires à la française. Et puis, on parle souvent des maisons, mais le retrait-gonflement des argiles, et notamment en Occitanie, ça va aussi faire bouger les routes, les infrastructures de transport en général, les voies ferrées, etc. Et ça, on le ressent aussi beaucoup parce que ça développe, ça augmente énormément le coût d'entretien des infrastructures. Et on est, nous, face à des gestionnaires d'infrastructures, départements notamment, mais aussi communes ou intercommunalités, qui voient leur coût de gestion, d'intervention sur leur réseau augmenter énormément, et donc avec, en même temps qu'on a le ciseau de la réduction du budget public, une difficulté finalement à faire face. Et donc la question du risque associé à des réalités d'aménagement et à l'héritage aussi qu'on a de notre patrimoine d'équipement commence à nous permettre de mesurer à la fois les coûts évités par les stratégies d'adaptation, si on évite la dégradation de tout ce patrimoine, peut-être que on aura gagné de l'argent plutôt que d'en perdre, et on n'est pas seulement dans des stratégies d'investissement à perte, on est quand même dans des stratégies qu'on pourrait amortir ou en tout cas rentabiliser. Et puis ça donne aussi une dimension, une caractéristique de l'ampleur de ces phénomènes. Pour donner un autre exemple, qui est là sans doute un peu plus éloigné de vos problématiques toulousaines, mais bon, ça concerne quand même aussi l'Occitanie. On a croisé les données du recul du trait de côte avec celles des bâtiments menacés. Là aussi, c'est une manière de dire l'enjeu socio-économique face au risque, il est mesurable, et demain on saurait donc donner une mesure des coûts évités par des stratégies de prévention ou d'adaptation de ces effets de retrait du trait de côte, soit par du déménagement, soit de l'aménagement des berges pour faire mieux entrer l'eau, en tout cas mieux circuler l'eau, là où on n'aura pas le choix que de la faire circuler. Sur
sur les... Pardon, je cherche mes notes, excusez-moi. Sur le recul du trait de côte, ce que vous voyez à l'écran, on a mesuré, par exemple, 1 million de bâtiments menacés en 2028, 1 millier de bâtiments menacés dès 2028, et en 2050, de l'ordre de 5000 logements, 1400 locaux d'activité, soit 1,5 milliard d'actifs, 1,5 milliard d'euros d'actifs. Quand on va à 2100, l'échéance qui est celle des rapports du GIEC, alors là, ça fait effectivement un froid dans l'eau. On est à 450 000 logements, 55 000 locaux d'activité, 10 000 bâtiments publics, 1800 km de route et 240 km de voies ferrées. Donc on voit bien le chemin que prend la non-adaptation, si on peut dire ça. Si on ne s'intéresse pas aujourd'hui à ce qui va se passer dans 10, 20, 30, 50 ans, on a une valeur économique qui disparaît, qui est détruite par le changement climatique, et donc il faut dès à présent se poser ces questions. Pour en compléter un petit peu sur les données qu'on a, et puis après j'irai un peu plus vite pour laisser la parole à Geneviève. On mesure également évidemment la question des îlots de chaleur urbains. D'ailleurs, on a testé une base de données qui s'appelle Local Climate Zone sur les îlots de chaleur urbains ici à Toulouse avec notre équipe satellite qui est dans la direction régionale toulousaine. Et c'est ce type d'outil, c'est-à-dire la mesure du risque associée à la réalité bâtie existante du territoire qui nous permet et qui permet surtout aux collectivités d'établir des plans d'action et des stratégies. Et là aussi, on peut commencer à mesurer la convergence entre des enjeux sociaux et des enjeux environnementaux si on regarde qui habite les logements qui sont dans les zones les plus menacées, à quelle distance ils sont d'un espace végétalisé qui pourrait leur permettre de se rafraîchir ou d'un espace climatisé. Parce que demain, un des enjeux, ça va être également de mettre à disposition des habitants de ces îlots de chaleur des espaces refuges. En fait, on va avoir des réfugiés climatiques internes pour se mettre à l'abri des très fortes chaleurs qui vont, effectivement, on l'a vu tout à l'heure, vont cesser d'augmenter en nombre de jours. On a, par exemple, à Lyon, qui est la ville, le siège du CEREMA, un nombre de jours de canicule qui ne cesse d'augmenter, comme à Toulouse, ça a été vu tout à l'heure. Et on pourrait passer à plus de 30 jours de canicule par an aux alentours des années 2030, avec, comme on l'a vu déjà en juin de cette année, le risque de devoir fermer des écoles, de devoir cesser des activités. Et donc, au-delà du risque environnemental, sanitaire, social qu'on perçoit individuellement, il y a tout un risque socio-économique qui est associé évidemment à ces effets de chaleur urbaine, de canicule d'abord, mais renforcés par les îlots de chaleur urbains. Et on mesure à plus de 20% de la population des villes de plus de 20 000 habitants, celles qui pourraient subir dans ces 10-20 années à venir des impacts sanitaires en matière de qualité de vie liés à ces effets de chaleur qui peuvent d'ailleurs devenir meurtriers. Quand on se pose la question des enjeux socio-économiques, on peut constater, c'est ce que je disais, la convergence des vulnérabilités sociales et environnementales, et on réalise finalement parfois des choses qu'on n'avait pas nécessairement bien identifiées. J'en veux pour preuve les incendies récents, notamment sur la côte aquitaine, ou la cabanisation par exemple du littoral de l'Hérault. On va avoir des zones de France où les gens qui aujourd'hui habitent, et des gens habitaient dans la forêt de la Teste, c'est pour ça que je dis ça, on les a vus sortir au moment de l'incendie. Les gens habitent sur les littoraux, notamment dans les campings et en particulier en Occitanie. Des gens habitent dans des zones qui aujourd'hui ne sont pas considérées comme des zones d'habitat, mais qui pourtant le sont de fait. Et donc on va avoir un enjeu finalement de prise en compte de ces réfugiés climatiques internes, au-delà de ceux qui pourraient venir de l'extérieur, qu'il faut aussi anticiper, y compris avec une offre publique, sociale, notamment de logement. Et donc cette action pour l'adaptation, elle pense évidemment à court terme la question du confort urbain, on en a parlé, pour immédiatement les habitants qui subissent ces journées de chaleur, mais il faut aussi penser à moyen et long terme les effets finalement de migration, de ménagement d'un certain nombre d'aménités nouvelles qui vont devenir indispensables, en particulier dans les métropoles. Alors pour autant, les métropoles ne font pas rien, ça vient d'être montré à Toulouse. On a vu comme s'est développée la végétalisation, notamment des centres anciens, à Lyon en particulier, à Paris également, c'est très frappant aujourd'hui.
avec d'ambitieux programmes qui apportent effectivement du rafraîchissement urbain. Ce qu'on met en valeur aussi dans ces programmes de végétalisation, ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est que d'abord ça désimperméabilise, donc ça permet d'absorber plus d'eau, donc en cas d'événement, au contraire d'inondation ou de pluie, de ruissellement très fort, voilà, il y a double service rendu par la végétalisation. Ça permet de rendre l'espace public plus confortable et plus praticable, notamment pour les piétons, et donc ça diminue le besoin de recours à la voiture. Quand on traverse une ville américaine où il n'y a pas d'ombre, où les routes sont pas aménagées avec des arbres, elles sont très larges, etc., il n'y a pas d'endroit pour les piétons. On voit bien que le modèle à la française ou à l'européenne nous permet aujourd'hui, et entre autres grâce à la végétalisation, d'apporter un confort urbain qui favorise les mobilités douces, qui elles-mêmes, évidemment, s'il y a moins de voitures, on a quand même aussi moins d'effets de chaleur renforcés par la motorisation. On l'a dit, il y a aussi des effets évidemment sur la santé, même sur la santé mentale, on le dit beaucoup. Et on développe ainsi au CEREMA un certain nombre de propositions, notamment un outil qui s'appelle Sésame, que je crois on va peut-être bientôt réussir à vendre à la métropole de Toulouse, qui nous permet d'identifier les essences d'arbres qui supporteront le climat de demain. Ce sera mon dernier point. En fait, la manière dont aujourd'hui on apporte du conseil ou de l'expertise aux collectivités locales ou à l'État, c'est en plaçant finalement le territoire sur lequel on est appelé à réfléchir dans le climat de 2030 et de 2050. Et c'est la meilleure manière de penser, en plus quand on construit ou quand on rénove une ville, on le fait pour 50 ou 100 ans, la meilleure manière de manière rétrospective finalement, de se placer dans ce que vont subir les gens qui habiteront nos territoires dans quelques années. Juste pour conclure cette première partie, je voulais dire qu'on doit agir au moins à 4 niveaux pour l'adaptation. Un niveau systémique ou territorial qui nous permet de passer d'une logique corrective à une logique de transformation réellement de nos pratiques, de nos politiques publiques, de nos modes de vie aussi, mais elles sont incitées, organisées par la puissance publique en grande partie. Pour ce faire, le CEREMA développe par exemple un outil qui s'appelle la boussole de la résilience. C'est déjà se poser les bonnes questions, reconnaître sa vulnérabilité, parce qu'on l'avait fait à Toulouse, mais c'est pas si évident que ça de se reconnaître vulnérable, c'est un effort à faire sur soi-même. Et si on n'a pas fait ce diagnostic, on ne peut pas aller vers des stratégies d'adaptation. Il faut reconnaître qu'on a des fragilités, elles sont de plus en plus fortes, et on sait les mesurer en plus désormais avec les données qui sont disponibles. Donc la première chose, c'est effectivement d'avoir une pensée un peu systémique à l'échelle territoriale, en se projetant dans le climat de 2030 et 2050. On l'a fait au CEREMA, par exemple, avec les départements du Lot, de l'Aveyron et de la Haute-Garonne, vraiment en train de terminer, vraiment une étude de vulnérabilité de l'ensemble du territoire départemental à l'horizon du changement climatique pour essayer d'identifier les priorités d'action. Ça, c'est le premier niveau d'action. Le deuxième, c'est la capacité à regarder de manière plus sectorielle, évidemment, ce sur quoi il va falloir agir. Et donc, j'en parlais, c'est la résilience des infrastructures qui s'usent de plus en plus vite, qui subissent elles aussi les mouvements de terrain, les chaleurs extrêmes, et donc une usure qui est très difficile à gérer en termes d'entretien et de maintenance. Mais c'est aussi évidemment lutter contre l'inconfort thermique dans les bâtiments, puisque pendant 10 ans on a essentiellement parlé de confort thermique d'hiver, mais maintenant on voit à quel point le confort d'été va devenir un sujet prégnant. Il faut, et donc là-dessus aussi le CEREMA développe des idées, même des méthodes qui peuvent être déployées un peu partout. Et puis, il faut choisir ses priorités d'action en fonction des vulnérabilités réelles du territoire. Je l'ai dit, l'adaptation, c'est excessivement localisé. La géographie joue, évidemment, le relief, les bassins versants, la capacité, les infrastructures sociales, donc un terme peut-être un peu barbare, mais qui dit la capacité du territoire à être résilient grâce à son fonctionnement intrinsèque, le voisinage, justement les conseils de quartier, les espaces refuges, etc. Donc ça va jouer un rôle essentiel dans la capacité à supporter les crises demain. Et donc il faut arriver de manière sectorielle aussi à identifier tous les leviers d'action sur lesquels il va falloir agir. Troisième levier, je le disais, c'est la question socio-économique, évaluer les coûts de l'inaction pour inciter à agir. Encore une fois, la décarbonation ou l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, finalement, c'était un peu la partie facile, j'allais dire, même si on a encore du chemin à faire, puisqu'on savait faire des économies en euros à partir des économies d'énergie.
où on pouvait mesurer, on mesure très bien les gains en matière de qualité de l'air, par exemple, du passage des voitures thermiques aux voitures électriques. C'était finalement amortissable, l'économie d'énergie et la décarbonation en partie. L'adaptation, ça ne sera amorti que si on calcule ce qu'on va éviter comme coût, et donc c'est vraiment l'enjeu de repenser, disons, ces modèles économiques en lien avec les coûts évités. Ça veut dire aussi apprendre à renoncer à des projets. L'exemple de l'agglomération de Caen est assez connu, hein, une intercommunalité qui a renoncé à un grand projet urbain qui était déjà sous concession, le ZAC, parce que à la lecture des cartes de la montée de la mer en 2050, le territoire a été aux 3/4 inondé, et que le président de l'intercommunalité a dit: mais vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de proposer aux habitants de demain, à nos enfants, aux générations futures, le quartier qui aura les pieds dans l'eau 30 jours par an, on ne peut pas se lancer là-dedans. Et donc c'est un des premiers grands projets urbains en France qui a été abandonné, mais ça veut dire aussi qu'il faut inventer la stratégie alternative, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de dire on arrête, il faut faire différemment, et c'est ça que j'appelle dans mes vœux en parlant de transformation. Et puis le dernier point, levier d'action, c'est celui de la gouvernance. Du fait que l'adaptation est un sujet éminemment territorialisé, sur un territoire donné, il y a des acteurs publics, il y a des acteurs privés, il y a des citoyens, il y a des chercheurs, et on ne saura pas être plus résilient seul, donc il faut aussi apprendre à travailler avec les autres. Pour donner un exemple, un bâtiment industriel, par exemple, qui bloque le passage de l'eau ou qui devient un obstacle en cas de grande crue, il faut arriver à négocier avec son propriétaire ou son gestionnaire pour essayer de voir si lui aussi pourrait être partie prenante de l'adaptation du territoire en contribuant à la résilience, en modifiant son aménagement, en désimperméabilisant sa cour industrielle, de la même manière qu'un bailleur social, c'est un acteur public certes, mais autonome, on va dire, indépendant, peut mettre à disposition un jardin de cœur d'îlot sur une petite cité de logement social comme étant un équipement d'intérêt collectif. Et donc c'est la manière dont chacun contribuera à son échelle à participer à la résilience d'un territoire. Ça va demander des outils de gouvernance et de coopération spécifiques sur lesquels on commence aussi à travailler dans certains territoires, mais on voit bien que c'est pas naturel, en France c'est pas très naturel de faire confiance à l'autre, entre l'État et les collectivités, entre la collectivité et les associations, etc. Et cet enjeu-là, il est essentiel aussi pour faire fonctionner des stratégies de territoire qui soient pertinentes. L'entreprise aura besoin que l'infrastructure continue de fonctionner pour être approvisionnée, mais si elle-même ne joue pas le rôle de désimperméabiliser une partie de son foncier, ben peut-être que finalement la stratégie ne sera pas opérante. On l'a expérimenté sur des routes de montagne. Je vous disais que les questions d'infrastructure en montagne sont cruciales. On a enquêté auprès des territoires de montagne, et c'est le premier enjeu qui vient à la bouche des élus de montagne, c'est l'accessibilité et donc la résilience de l'infrastructure. On a travaillé sur la route Napoléon qui traverse les Alpes du nord au sud, et là en l'occurrence dans les Hautes-Alpes, avec les gestionnaires départementaux, les communes, les intercommunalités et l'État, parce que c'est une route nationale, pour identifier en cas d'événements majeurs, notamment de chute de blocs, c'est ce qui arrive le plus souvent, quels sont les itinéraires de délestage, comment les gens vont accepter de mettre peut-être 20 minutes de plus pour aller de la vallée, comment est-ce qu'ils vont contribuer à ce que ça fonctionne, comment ils vont aussi accepter éventuellement des niveaux de service d'usage, on va dire, de la route qui serait dégradée par rapport à ce qu'ils étaient avant. Ça a été un gros travail d'appropriation et de compréhension mutuelle que finalement on n'y arriverait pas les uns sans les autres. Dans les territoires de montagne où ces questions d'accessibilité sont très prégnantes, puisque parfois des vallées qui sont desservies par une seule route, on voit bien à quel point la solidarité entre les parties prenantes va être indispensable. Et il faut encore construire les outils pour arriver à la mettre en œuvre. Voilà, je peux passer la parole à Jésus. Merci beaucoup. Je réagis ? J'enchaîne, ou je réagis, ou je pose une question. Et je peux aussi. J'avais juste envie de te demander si, vous m'entendez bien ? Non. Il faut que je le colle comme ça. Et que tu parles plus fort. Ah, je vais essayer, mais j'ai des petits soucis de gorge de saison. De par les accompagnements que vous avez auprès d'un certain nombre de collectivités et d'acteurs publics, est-ce que aujourd'hui vous sentez une demande un peu homogène en fait de soutien
sur ces questions d'adaptation, ou est-ce qu'il y a des typologies de territoires qui sont plus particulièrement mobilisées sur ces questions-là et qui viennent vers vous en attente de solutions? Alors, je dirais que je disais, les collectivités ont adhéré au CEREMA. En 3 ans, on a toutes les régions qui ont adhéré au CEREMA, 90 départements, donc à peu près tous les départements, et en gros un tiers des intercommunalités et 500 communes françaises. Donc on a quand même une visibilité sur des niveaux de collectivité très différents, des plus rurales jusqu'aux métropoles. Et ce que je peux dire, c'est que ce sujet de l'adaptation aux crises, parce que c'est parfois comme ça qu'on nous présente, il est partout, ça c'est sûr. Il y a des questions, notamment sur la résilience des infrastructures et des ouvrages d'art. On a lancé un grand programme sur les ponts de petites communes par exemple, qui sont très fragilisés par les crues et puis par les sécheresses aussi, les mouvements de terrain. C'est donc, à mon avis, un sujet universel, en tout cas chez les décideurs publics. Il n'est pas présenté comme un sujet d'engagement écologique. Enfin, sauf dans les métropoles qui sont très engagées, mais pour les autres collectivités, c'est moins le cas. Il est vraiment plutôt présenté comme un sujet de prévention de crise ou de gestion post-crise, quand elle a déjà eu lieu, de relèvement, on dit build back better, donc voilà, de relèvement dans des meilleures conditions après des crises majeures. Donc, moi je dirais que, et c'est d'ailleurs intéressant parce que c'est assez divergent peut-être avec le backlash écologique national. Nos élus nationaux considèrent que c'est le sujet d'hier maintenant. Et la souveraineté, la guerre, tout ça, c'est vrai aussi. Mais en fait, sur le terrain, les problèmes les questions que se posent les élus locaux et les problèmes auxquels ils sont confrontés sont énormément liés au changement climatique et à ses effets, auxquels on ajoute quand même le vieillissement de la population, aussi les changements de mode de vie, les séparations familiales, etc., qui font que les besoins, même là où la démographie baisse, continuent d'être importants. Et que la réponse donnée par la collectivité doit être à la hauteur et puis doit être, encore une fois, projetée dans un monde qui change très vite. Très bien. Du coup, j'enchaîne et justement, je voulais vous remercier beaucoup, le CODEV, la métropole, de m'avoir invité à partager avec vous quelques éléments de réflexion que j'essaie d'avoir dans mes activités plutôt universitaires sur justement comment aller sur une adaptation climatique des territoires, des populations, qui soit au plus proche des besoins et qui du coup aille vers un petit peu plus d'équité dans sa mise en action. Alors là, je vais aller très vite parce qu'on en a déjà parlé avec Aurélie, avec Hélène, sur aujourd'hui, l'action d'adaptation, elle vise à répondre à un certain nombre de questions. Quels aléas il faut prendre en considération, quels sont les événements climatiques auxquels un territoire, une population est susceptible d'être exposée, quels impacts, quels dommages, quelles pertes, quels décès même peut-on attendre et qu'est-ce qu'on peut observer et quelles sont un peu les stratégies d'adaptation et de gestion de crise qui sont mises en œuvre et quels sont tous les coûts associés. Donc ça, je ne reviens pas là-dessus parce que ça a été bien développé. Tout ça est beaucoup du ressort de ce qu'on appelle les sciences du climat, avec des climatologues, des économistes aussi du climat, des ingénieurs qui viennent apporter des éléments de réponse pour pouvoir résoudre, anticiper au mieux les éléments. Pour autant, ça peut être intéressant aussi de se questionner un peu différemment sur comment les territoires et les individus sont-ils réellement affectés dans leur quotidien? Est-ce qu'ils sont toujours affectés de la même manière, tous, tout le temps? Comment ils réagissent? Quels sont un peu les facteurs qui vont permettre à certains d'être en capacité de se relever suite à un événement climatique? Et puis, quels sont les facteurs qui expliquent que d'autres sont dans la totale incapacité de pouvoir le faire et qui sont très fortement impactés? Et c'est là où les sciences humaines et sociales sont plutôt bienvenues pour essayer de donner quelques éléments explicatifs en termes d'organisation, de fonctionnement et de capacité de réaction. Ces sciences humaines et sociales, elles essaient
d'apporter, au-delà des chiffres, des graphiques et d'un certain nombre de statistiques, d'apporter des éléments un petit peu plus qualitatifs, un peu plus sensibles. Alors c'est vraiment juste pour illustrer, mais la carte, même si elle n'est pas très nette, désolée, c'est une cartographie sensible en fait d'un territoire. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de montrer comment la perception des gens de leur territoire pouvait être également mobilisée pour approcher un peu mieux la connaissance d'un territoire et des modes de fonctionnement, des modes de vie qui avaient lieu sur ce territoire-là, et des solutions qui pouvaient être envisagées collectivement. Donc ça amène à forcément s'attacher du coup à mieux comprendre qu'est-ce qui fait la spécificité localement, les spécificités locales, qu'est-ce qui fait que la nature et la sensibilité de ce qui est exposé, quels sont les équilibres environnementaux qui sont aujourd'hui en place, quels sont vis-à-vis en fait d'aléas climatiques, quels sont les dispositifs de protection naturelle qui sont déjà là et qu'il va falloir s'attacher peut-être à mieux connaître et à protéger. Quelles sont les dynamiques à l'œuvre également en matière de sociologie, quelles sont les caractéristiques sociales d'une population, quelles sont les valeurs culturelles qui sont portées, les savoirs et les savoir-faire locaux qu'on a envie de mettre en avant pour mieux comprendre un petit peu les dynamiques territoriales. Et puis, toutes les priorités socio-économiques qui en découlent et qui peuvent être portées collectivement ou bien individuellement. Et cette meilleure compréhension, elle semble importante pour éviter effectivement ce qu'on appelle la maladaptation, qui a déjà été présentée par Aurélie et sur lesquelles je ne vais pas forcément m'attarder. Mais cette maladaptation, en fait, elle prend le risque d'augmenter des vulnérabilités, voire d'en créer de nouvelles. Et il s'agit effectivement de mieux comprendre d'où on part pour pouvoir éviter d'en arriver à cette question-là. Donc les vulnérabilités, ça a été évoqué aussi par Hélène. J'ai juste repris en fait la définition qui est proposée aujourd'hui par le GIEC, qui l'a définie comme une propension, une prédisposition à être affecté négativement. Voilà, quand on a dit ça, on a dit beaucoup de choses et puis en même temps on a envie de rentrer un peu plus dans le sujet. Et à travers mes explorations de la littérature scientifique, j'ai pu voir qu'en fait c'était un sujet qui était très fortement mobilisé par énormément de monde, énormément de disciplines en fait s'attachent à vouloir caractériser la vulnérabilité. Alors on est parti beaucoup des sciences du risque, et de la géographie du risque, mais pour autant c'est un concept qui est devenu extrêmement central en économie, en social, en santé publique, en matière climatique également bien entendu maintenant, et chacun amène en fait un peu son eau au moulin de la compréhension du sujet vulnérabilité qui aboutit en fait à un foisonnement qui limite finalement la compréhension de ce qu'on veut en faire, d'autant plus que c'est un concept, une notion qui est parfois mobilisée à différentes échelles, échelle de l'individu, échelle du groupe social ou bien échelle d'un territoire. Et on arrive en fait à un foisonnement de compréhension qui n'est pas forcément évidente dès lors qu'on met ensemble différents acteurs issus de champs de compétences différents et qui ont envie de résoudre cette question de la vulnérabilité, mais finalement de quoi on parle. Mes travaux ont essayé d'aller chercher un petit peu localement, voir comment on pouvait appréhender auprès d'entretiens, d'analyse de documents en matière de politique, en urbanisme et en environnement, quel sens on mettait derrière ce mot vulnérabilité, qui est souvent utilisé tout seul en fait, et où on voit qu'il mérite un adjectif pour pouvoir être un peu précisé. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a pas mal de significations qui sont adossées à ce terme-là, et qui montre aussi qu'être vulnérable, c'est pas forcément être pauvre. Et ça, c'est important à avoir en tête, parce que souvent, en fait, on associe ça, cet état de vulnérabilité ou cette situation de vulnérabilité, à une situation de précarité économique, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus large que ça. La littérature scientifique amène en fait à catégoriser un petit peu cette vulnérabilité en deux registres. Une vulnérabilité plutôt physique ou biophysique,
qui va s'attacher en fait au degré d'exposition ou au degré d'endommagement possible si un aléa survient. Et puis, à une vulnérabilité également sociale qui va s'attacher finalement aux caractéristiques sociales, aux caractéristiques économiques et culturelles d'un territoire ou d'une société et de sa propension à être atteinte en fait. Alors, elle n'exclut pas du tout. Pardon, il faut que je boive un peu. Merci. Cette approche de la vulnérabilité sociale n'exclut pas du tout l'aléa. Au contraire, cette vulnérabilité sociale, elle va vouloir donner quelques facteurs explicatifs sur l'ampleur finalement des conséquences de cet aléa. Quels sont les paramètres, quels sont les facteurs qui vont pouvoir effectivement expliquer ça et expliquer également la capacité à se relever plus ou moins facilement suite à la dimension à un événement climatique. Catégoriser ça, on s'aperçoit que ça aide un petit peu à clarifier le propos et pour autant c'est parfois difficile, ou alors il faut vraiment creuser un petit peu les lectures ou les entretiens avec les personnes pour voir un petit peu de quoi on parle quand on parle de vulnérabilité physique ou de vulnérabilité sociale. Et donc certains développent une approche plutôt par facteur, plutôt que de rester sur des définitions très larges, de parler par facteur pour faciliter un peu la compréhension et la communication entre des personnes qui n'agissent pas dans le même champ de compétences ou dans le même champ disciplinaire et qui pour autant ont besoin de se retrouver pour avancer ensemble, notamment sur les questions d'adaptation climatique, dans la perspective de trouver des pistes de solutions. Donc ces vulnérabilités à l'échelle d'un territoire ou d'une population, quand on parle de registre physique, ça va être toutes les conditions environnementales, tout ce qui est mode d'occupation, mode de fonctionnement d'un certain nombre d'espaces vécus. On en a évoqué finalement un certain nombre d'exemples déjà dans les propos de cette table ronde. Et puis derrière la vulnérabilité sociale, il y a bien sûr les facteurs économiques, mais il y a aussi les facteurs sociaux. Est-ce qu'on est inscrit dans un réseau ou dans des réseaux sociaux qui vont nous permettre de ne pas être isolés, de pouvoir avoir accès à un certain nombre d'informations. Il y a tous les facteurs sanitaires qui jouent également dans la vulnérabilité sociale. Et puis tous les aspects culturels, historiques, qui jouent également à qualifier cette vulnérabilité sociale. Et au-dessus, un petit peu de ces facteurs qui sont propres à chaque territoire, à chaque groupe social ou à chaque individu, il y a des facteurs supra, pourrait-on dire, avec des facteurs conjoncturels représentés par les aléas, et puis des facteurs plus structurels liés à une organisation des institutions, à une organisation de fonctionnement, de gouvernance, à également des dynamiques en matière de démographie, en croissance ou pas, qui vont expliquer également certaines mises en situation de vulnérabilité. Une fois qu'on a évoqué ces questions de vulnérabilité, pour autant, on pourrait avoir envie d'aller pousser la question un petit peu plus loin et de se dire, est-ce que traiter, prendre en compte et apporter des réponses à ces vulnérabilités va permettre également de réduire, voire d'éliminer, d'éviter la création ou l'amplification d'inégalités, qu'elles soient environnementales, sociales. Et ça, ce sont des effets différenciés qu'il est important effectivement d'avoir en tête quand on réfléchit la solution d'adaptation, parce que rien n'est évident en la matière. Je vais vous prendre un seul exemple, qui est celui de la végétalisation des espaces publics, qui est une solution d'adaptation qu'on voit se développer dans beaucoup d'endroits. C'est à la portée en fait de l'action publique. C'est une réponse extrêmement importante au phénomène de chaleur, notamment en tissu urbanisé. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait,
Les quartiers où il y a un certain nombre d'opérations de végétalisation, de création d'espaces verts, sont des quartiers en fait qui prennent de la valeur. Voilà, une valeur foncière qui augmente et qui a comme incidence en fait parfois certaines augmentations en matière de taxes ou de montants de loyer. Et là, on se pose la question, comment font les habitants qui n'ont pas forcément les moyens pour pouvoir rester dans ces quartiers? Soit ils admettent une augmentation de leur budget logement, soit effectivement ils sont obligés de déménager. Et là, donc, on a une incidence en matière de création ou d'amplification d'inégalités qui est importante à avoir en tête quand on planifie finalement ces opérations de végétalisation ou de création d'espaces verts. Une autre observation qui a pu être faite, c'est qu'en fait, une répartition peut-être inégale, soit géographiquement, soit dans le temps, de ces opérations de requalification d'espaces, la désimperméabilisation, les plantations, etc., génère des accès différenciés, généralement aux populations les plus défavorisées. Soit parce qu'en fait, elles sont éloignées de ces espaces verts, de ces espaces publics requalifiés, plus agréables, plus frais, soit parce qu'elles ont en fait une timidité culturelle à pouvoir aller vers ces espaces-là en leur disant que c'est peut-être pas le lieu où elles sont attendues. Donc il y a effectivement ces effets d'inégalité qui sont à approcher également, à creuser un petit peu, et là il y a tout intérêt effectivement à revoir peut-être les modalités d'approche de la conception, de la définition des actions d'adaptation pour pouvoir les anticiper au mieux. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'outils qui sont mis à disposition pour réfléchir et concrétiser en fait les solutions d'adaptation qui visent pour beaucoup quand même à protéger au maximum en fait les systèmes humains, les systèmes naturels qui sont en place, de façon à conserver au maximum leur nature, leur intégrité, leur fonctionnalité, en mobilisant un certain nombre de leviers qu'on a déjà évoqués, des actions physiques, des actions plus structurelles, des leviers institutionnels, des leviers organisationnels, comment on repense un peu la réflexion et la prise de décision, et puis aussi à travers des transmissions d'informations, de savoir, il y a énormément de dispositifs d'information sur les gestes d'adaptation à mettre en place qui se diffusent également. Et cela se traduit souvent par des ajustements qui sont de volumétrie ou de nature un peu variable, mais qui ont tout le point commun de véritablement incarner. On est sur du tangible, on est sur du visible, on est sur des mesures progressives, on explore, on teste, puis après, une fois qu'on a bien testé et démontré, on va développer. On est dans une adaptation que le GIEC appelle progressive, en fait. On va pas à pas vers une adaptation des pratiques, en s'attachant, parce qu'il faut que ça reste visible, à donner des réponses un peu de court terme, donc il faut faire vite, ou bien à des situations d'urgence, soit parce que l'événement s'est déjà déroulé, il faut répondre, soit parce qu'on sait qu'il va se passer, et du coup, il faut anticiper au maximum. Tout en restant dans un niveau, j'allais dire, d'acceptation raisonnable. Il ne faut pas trop bousculer non plus les modes de vie et les pratiques des uns et des autres. Pour autant, à partir d'un certain seuil, ça peut poser question, parce qu'en fait, même les solutions d'adaptation qu'on va pouvoir mettre en place vont-elles réellement être en mesure de limiter l'amplification de certaines vulnérabilités? Vont-elles être en mesure d'éviter l'apparition de nouvelles vulnérabilités et de réduire finalement l'ampleur des dommages qu'on peut attendre? Et donc il y a un changement de paradigme qui s'est opéré, qui apparaît notamment dans le 5e rapport du GIEC, donc en 2014, et qui invite à réfléchir une adaptation qui un peu plus profonde en fait, un peu plus transformatrice, et qui s'appuie vraiment sur la volonté de réduire autant que faire se peut les vulnérabilités existantes, mais aussi celles à venir,
et qui propose en fait de plus s'appuyer sur d'abord la compréhension de la complexité des systèmes. Et peut-être, effectivement, il y a besoin d'une réflexion sectorielle pour pouvoir apporter des réponses rapides, mais il y a aussi besoin de voir un petit peu comment tout ça se parle entre soi et comment on peut appréhender en fait la diversité des acteurs, la diversité des situations, la diversité des modes de fonctionnement, pour pouvoir appréhender une adaptation un petit peu plus globale et qui soit également en capacité de valoriser les stratégies et les capacités de faire des différents acteurs. Quand je dis acteurs, ça va être des acteurs économiques, des acteurs associatifs, des citoyens, des institutions. Tous ces acteurs-là de la vie publique testent finalement aussi, chacun à leur niveau, un certain nombre de solutions. Et l'idée à travers ce qu'on appelle l'adaptation transformationnelle, c'est que tout le monde mette un peu plus manifestement au pot commun ces différentes solutions pour qu'elles soient en adéquation avec ce que peut réellement offrir le territoire et non plus sans prendre le risque d'un décalage et donc d'une mauvaise adaptation. Alors, quelle piste pour aller vers une adaptation qui soit à la fois plus profonde, plus transformationnelle et puis plus juste? Il y a un certain nombre de leviers qui convergent dans la littérature grise, dans la littérature scientifique, et qui invitent finalement à dire si on décloisonne les compétences, si on fait parler les gens entre eux un peu plus souvent, si on partage du vocabulaire commun et qu'on travaille ensemble, que ce soit entre chercheurs, entre services, ou entre chercheurs et acteurs publics et avec les citoyens, partageons un petit peu plus nos stratégies de façon réciproque pour pouvoir avancer ensemble. Et ça, c'est pas évident. Effectivement, aujourd'hui, c'est plus facile de parler entre soi parce qu'on se comprend. C'est pas toujours facile d'aller vers l'autre. Et pour autant, c'est important, effectivement, de co-construire. Alors, en invitant à travailler ensemble, mais aussi en allant vers les différents acteurs pour véritablement entendre les vulnérabilités en place, les inégalités en place et aussi les capacités, les solutions qui sont trouvées par tout un chacun. Et puis l'enjeu également de coordonner l'action, ça Aurélie l'a évoqué également, c'est important de se doter d'une stratégie globale, de long terme, pour pouvoir servir de cadre en fait à ces actions d'adaptation. Et s'il y a bien un enjeu ou un motif qui facilite finalement ce décloisonnement des compétences, cette coordination d'action et cette co-construction, c'est la question de la santé environnementale telle qu'on peut l'appeler aujourd'hui, qui repose complètement la relation qu'on a, nous, en tant qu'humains ou habitants, en tout cas la société, avec son environnement. L'enjeu de la santé, il est intéressant à poser sur la table quand on veut parler adaptation climatique. D'abord parce qu'il est consensuel, personne ne peut être contre le fait de travailler pour la santé des populations. Il est très transversal, il peut interpeller énormément de politiques publiques. Il est à un niveau intéressant pour reposer la question et mettre au débat la question des vulnérabilités et des inégalités. Et puis, il est intéressant également pour aller chercher les expériences de chacun pour savoir un petit peu plus comment ça fonctionne en fait. Comment une communauté, comme un groupe social, comme un individu, comme une institution travaille en fait ces stratégies d'adaptation au sens large à travers le prisme de la santé. Voilà. Et donc du coup ça permet d'aller progressivement vers une adaptation qui semblera plus proportionnée aux enjeux véritables du territoire et donc a priori plus équitable. Merci. Peut-être que Hélène, tu peux rebondir ou réagir. J'ai été longue, mais je voulais réagir sur 2 points par rapport à ce que tu dis. Effectivement, il faut du systémique, mais il faut aussi identifier ce qui est majeur en fait dans ces enjeux de transformation. Oui. J'ai fait perdre le téléphone. Et je pense qu'il y a deux enjeux majeurs. Le premier, c'est nos modèles d'économie qui sont aujourd'hui
on peut le dire, ça a l'air militant, mais prédateur, en fait, prédateur de ressources, prédateur de foncier, prédateur de capacité d'action pour un certain nombre de collectivités. Qu'est-ce que ça veut dire repenser le modèle économique? Et ça, c'est vraiment de la transformation, j'allais dire profonde, hein, notamment pour les collectivités locales, par exemple la délégation de l'eau. Comment est-ce qu'on délègue le service de l'eau à un opérateur privé? C'est souvent le cas, hein, en particulier pour les grandes villes, dont le modèle économique vise à augmenter les consommations pour augmenter ses ressources. On a besoin de trouver le modèle qui permettra de valoriser la décroissance des consommations. On n'y est pas encore. Certains y sont déjà, notamment la métropole de Lyon, qui a mis en place la tarification progressive, qui arrive à la fois à préserver un socle de besoins essentiels en eau, notamment pour les plus fragiles socialement, mais aussi à rendre la surconsommation beaucoup plus chère pour ceux qui sont au-delà, qui sont dans le superflu. Et donc cette question des modèles économiques, on le voit aussi sur la sobriété foncière, hein, comment est-ce qu'on rend plus rentable de recycler le tissu urbain existant plutôt que de s'étaler en périphérie urbaine, alors qu'aujourd'hui évidemment c'est plus cher de refaire une maison existante. Et en plus c'est pas nécessairement la norme de confort qui est attendue par l'usager que de construire une maison neuve à l'extérieur de la ville sur un champ de terre. Donc on a vraiment besoin fondamentalement de penser différemment la manière dont on utilise nos ressources et comment ça s'inscrit dans les modèles économiques. Et quand on est lié, par exemple, à des délégations de services publics, c'est pas du tout immédiat d'arriver à changer ces contrats de délégation. On l'a vu aussi sur les cantines scolaires avec les circuits courts, décarboner les cantines scolaires, ça demande de changer complètement le contrat qu'on a avec son délégataire. Donc ça, je pense que c'est le premier sujet. Pour donner un autre exemple plus CEREMA, on vient de publier une étude sur les stations de moyenne montagne en région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour faire bifurquer en fait le modèle de la montagne, le modèle de l'économie de la montagne, l'économie touristique de la montagne, au travers d'un travail qui a été conduit avec un chercheur qui s'appelle Alexandre Bonin, en tout cas sur la base de sa théorie justement du renoncement désirable, on va dire, c'est-à-dire de penser différemment le modèle économique de l'exploitation de la montagne, en considérant que, bon, il y aura plus déjà de neige, c'est sûr, mais les besoins peuvent aussi évoluer et que finalement, ce qu'on a déjà construit, l'héritage qu'on a déjà de ces stations peut être beaucoup mieux mobilisé à l'avenir. Donc ça, ce serait mon premier point. Et ça rebondit sur ce que tu disais sur la transformation. C'est une transformation, à mon avis, assez profonde. Et le deuxième, c'est celui des solidarités. En fait, je le disais tout à l'heure, on pourrait socialiser au niveau territorial les bénéfices de l'action de tel ou tel acteur qui aura désimperméabiliser sa cour ou donner accès à son jardin privé. On a aussi cette question à l'échelle nationale, évidemment, quand on voit la géographie nationale et l'ampleur des vulnérabilités liées au changement climatique, si on la croise avec des enjeux de solidarité sociale comme ça existe aujourd'hui avec la géographie prioritaire de la politique de la ville, par exemple, c'est des critères de revenus qui disent l'État doit investir ou doit accompagner les collectivités sur des territoires où les questions de précarité sociale sont telles que les collectivités seules ne peuvent pas réussir à réparer, si on peut dire, ou en tout cas subvenir aux besoins du territoire. On devrait se poser cette question en croisant les vulnérabilités de demain, les vulnérabilités sociales et environnementales, voire la précarisation économique, par exemple, des territoires en déshérence, de la désindustrialisation, etc., pour penser le rôle de l'État vis-à-vis des collectivités, pour les accompagner là où, effectivement, l'ampleur de la tâche dépasse largement leur capacité d'agir. On voit déjà sur les territoires ruraux, mais on le verra demain sur les territoires littoraux. On est en train de déménager quand même la ville ou le village, il faut l'appeler une ville de Miquelon à Saint-Pierre-et-Miquelon, à grands frais et au nom de la solidarité nationale, parce que le village est en train de disparaître sur la côte menacée par la montée des eaux. En Outre-mer, on a déjà ces questions de disparition de centres-bourgs entiers qui sont vendus par la houle, par les eaux. Et demain, on aura cette question dans beaucoup d'endroits en métropole également, comme on aura les enjeux d'accessibilité en montagne qui vont sans doute empêcher un certain nombre de développement de se faire. Donc, pour moi, il y a vraiment ces deux questions. Est-ce qu'on est capable en France de développer une logique de géographie prioritaire d'intervention avec un fonds national d'adaptation qui justement répondrait à ces questions d'évolution démographique, d'évolution économique, d'évolution sociale et environnementale, qui serait le levier de résilience en fait, du territoire national adossé aux compétences des collectivités locales à agir évidemment en fonction de leurs priorités locales sur des territoires donnés.
Je vous propose qu'on ouvre un temps de débat, d'échange, questions-réponses. Voilà, je pense que la perspective que tu évoques, Hélène, c'est-à-dire de reprendre le principe, au fond, de la discrimination positive et de la solidarité dans le cadre de la politique de la ville, en l'adaptant effectivement aux stratégies d'adaptation sur l'idée que le niveau de vulnérabilité des territoires et des sociétés n'est pas le même et qu'au fond la solidarité nationale devrait jouer comme elle peut jouer effectivement dans le cadre de la politique de la ville, paraît une piste effectivement intéressante. J'allais dire, à qui la parole? Oui. J'arrive avec le micro. Bonjour. Déjà, merci, c'était super intéressant. J'avais une question pour le climat. Quand vous dites... pardon, excusez-moi. C'est déjà un peu fin. C'était juste au niveau du littoral, quand vous déterminez qui est à risque ou pas à risque, à partir de quoi vous vous basez pour définir toutes les populations qui sont menacées ou pas, parce que du coup, il n'y a pas forcément les mêmes reliefs de partout. Enfin, est-ce qu'il y a un critère Oui, on a des données scientifiques. Alors nous, on ne fournit pas la donnée sur l'aléa. Ce sont d'autres opérateurs d'instituts de recherche qui les fournissent. Ce sont les opérateurs de référence. Météo France est un opérateur de référence. Et le BRGM, le Bureau de la recherche géologique et minière, et l'Institut de recherche qui définit l'évolution du trait de côte en fonction évidemment de la modélisation du passé et du futur et de l'évolution attendue du niveau de la mer. Nous, on utilise ces données, d'ailleurs pour le retrait complément d'énergie, c'est aussi le BRGM qui donne la carte de l'aléa. Nous, on utilise ces données pour les croiser avec des questions d'aménagement, à la fois au niveau national et au niveau local, mais c'est des données officielles. Et d'ailleurs, je parlais du plan national d'adaptation au changement climatique tout à l'heure. La première action inscrite dans ce plan, c'est l'élaboration de cartes de référence ajustées à l'évolution du climat qui évolue très très vite. Et nous, on est par exemple mandaté sur la carte des vulnérabilités aux inondations fluviales, donc des rivières, dont on voit qu'elle a évolué énormément depuis la dernière carte nationale qui date du début des années 2000, et on le constate par des crues qui ont effectivement existé et dont on mesure qu'elles sont chaque année quasiment aux plus hautes eaux connues des décennies précédentes. Donc, effectivement, la base, c'est cette donnée scientifique de référence sur laquelle on peut appuyer après des études et des analyses, soit très localisées, parce qu'effectivement, le repli du trait de côte, c'est très variable selon les courants marins. Enfin, il y a vraiment des spécificités très locales, mais on sait maintenant mesurer ces effets sur l'aménagement, l'héritage, on va dire. Oui, bonjour, j'avais une question plutôt à tous Métropole. Donc, je suis à tous, je fais partie du conseil de développement. Et je voulais savoir sur. Donc, j'ai compris que vous avez fait le diagnostic des vulnérabilités, qu'il y avait une stratégie d'adaptation au changement climatique qui était en cours. Comment sont associés les habitants et comment vous voyez la place du conseil de développement dans cette démarche, s'il vous plaît? Merci. Alors, du coup, effectivement, les travaux sont en cours. On a travaillé un certain nombre de choses déjà avec des représentants des communes, des associations. Les habitants seront conviés à... Vous pouvez mettre des avis et participer à nos travaux à partir du moment où on mettra l'ouvrage sur la table, c'est-à-dire après les élections. Voilà, pour l'instant, on est dans un travail préparatoire. Donc tout ça sera mis sur la table après les élections. Et le CODEF, bien sûr, fait partie complètement des institutions qu'on souhaite solliciter pour avis et retour pour améliorer notre stratégie, notre plan d'action, identifier les trous dans la raquette, ce qu'on n'aurait pas assez creusé. Donc voilà, c'est un processus à venir. Là, on est vraiment dans une phase préparatoire dont vous comprendrez que pour l'instant, voilà, elle ne peut pas aboutir plus que ça, puisqu'il y a une nouvelle équipe qui va être mise en place et qui devra se saisir de ces sujets. On va passer le micro, je ne sais pas. Oui, c'est bon, on entend. Donc moi, je voudrais faire une intervention par rapport à l'isolation thermique des bâtiments, en disant Ah, on entend. Là, on entend mieux? Ok.
Je constate qu'il y a beaucoup de bâtiments et de très très grands bâtiments dans mon quartier Croix-Dorade, Jolimont aussi, dont on a refait simplement la peinture. Or, un ravalement de façade, c'est pour 15-20 ans. Donc là, il y a quelque chose qui est vraiment très dommageable parce que à cette occasion, c'est l'occasion aujourd'hui impérativement de faire une isolation thermique pour le confort en été, pour le confort en hiver, pour maintenir un pouvoir d'achat pour des gens justement qui sont vulnérables sur le plan économique. Et donc là, est-ce qu'il n'y a pas un levier il y a des leviers, je suppose. Comment ça se fait qu'ils ne soient pas... Ou alors ils ne sont pas assez puissants. Alors, il y a à la fois des financements nationaux, notamment ceux de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, MaPrimeRénov' en l'occurrence, dont on a vu les turbulences ces derniers mois, mais qui existent toujours, qui est plutôt orienté vers les ménages modestes et très modestes. Il y a des aides locales, régionales ou métropolitaines, ou intercommunales, qui viennent abonder éventuellement pour les ménages la capacité à faire ces travaux. Il y a aussi des outils d'accompagnement technique. Je pense à Paris, il y en a un qui s'appelle Coach CoPro, il y en a un peu partout, des sociétés publiques qui aident notamment les copropriétés à rentrer dans un cycle de travaux. Mais malheureusement, on est quand même très loin encore de réaliser la rénovation énergétique des bâtiments dont on aura besoin pour atteindre l'objectif d'un parc existant au niveau basse consommation 2050 qui est inscrit dans la loi, je ne sais plus laquelle, mais de transition énergétique, je pense, pour la croissance verte. Donc on a un problème effectivement de rythme de travaux et par ailleurs, le fait qu'on ait basculé en quelques années de l'enjeu du confort d'hiver vers le confort d'été, c'est pas nécessairement exactement les mêmes solutions auxquelles on fait appel pour le confort d'été. Aujourd'hui, on s'interroge plus sur des systèmes d'ombre ou d'ombrières sur les façades, de la végétalisation au pied des immeubles, etc., qui contribueront demain plutôt à améliorer le confort d'été, même si l'isolation thermique peut aussi finalement y contribuer. Et par ailleurs, il y a un sujet sur l'efficacité énergétique, y compris en été, d'usage, sur lequel aussi, je disais, il faut qu'on transforme nos pratiques, il faut qu'on transforme nos outils contractuels, etc. Il faut aussi qu'on transforme nos modes de vie, et en particulier pour se mettre à l'abri du soleil en été, ce que font les pays du Sud depuis toujours, à la fois dans la manière dont ils construisent leur ville, dont ils se mettent à l'abri avec des ouvertures plus petites ou une orientation qui permet au vent de circuler mieux. On n'a pas l'habitude de faire ça dans nos pays du Nord. Or, demain, c'est bien dans ce genre de climat qu'on va vivre. Donc, on a aussi à apprendre à pratiquer la vie très chaude, plus d'ailleurs que la vie très froide. On le voit, il fait 15 degrés le 15 décembre, donc c'est pas tout à fait normal. Même si je m'appelle sur l'enjeu aussi de la rénovation du confort thermique d'hiver, sur lequel on a du mal à aller à la vitesse sur laquelle on devrait aller. Un point complémentaire sur la question de l'adaptation au confort d'hiver et d'été des copropriétés, qui bute aussi sur la question du fonctionnement de la copropriété. Parce qu'une copropriété, elle a une assemblée de copropriétaires qui a le pouvoir de décision. Et il y a des réflexions aujourd'hui pour essayer de revoir les modes de fonctionnement, le système des majorités, etc. Parce qu'il y a un certain nombre de projets qui butent en fait sur l'impossibilité de l'Assemblée de les voter pour des raisons diverses. Donc il y a à la fois effectivement la question du financement de ces travaux et donc du reste à charge pour les propriétaires, selon qu'ils sont bailleurs ou occupants, c'est pas tout à fait non plus les mêmes attentes ou les mêmes stratégies. Et il y a aujourd'hui toute une réflexion sur la manière d'adapter au fond l'organisation et le mode de fonctionnement du système de la copropriété pour faciliter effectivement l'engagement de ces travaux-là. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Moi j'ai une question un peu par rapport à la track. Est-ce que la track c'est quelque chose vers lequel on doit s'adapter ou est-ce que c'est quelque chose vers lequel on doit éviter d'aller? J'ai l'impression que tout le monde n'est pas forcément d'accord par rapport à ça. Est-ce qu'on a conscience de l'ampleur des enjeux d'une France plus captivée?
complètement? Et est-ce que on n'utilise pas des fois les questions d'adaptation au changement climatique pour éviter de parler de l'intimidation? Je me doutais que vous alliez venir là. Effectivement, c'est un reproche qu'on fait beaucoup aux gens qui défendent les stratégies d'adaptation. Donc la TRAC, c'est la trajectoire d'adaptation au changement climatique. C'est en gros le chemin vers les plus 4 degrés, si on peut dire. C'est ce qui risque de nous arriver. Et de toute façon, on y est, hein, ça a été dit tout à l'heure. On a déjà dépassé les plus de degrés au niveau mondial, sur la trajectoire sur laquelle on est. En France, ça se traduit par un plus 4 degrés. Donc certains, effectivement, considèrent que c'est pour nous masquer les yeux sur les questions de décarbonation. Moi, on l'a dit, hein, je pense qu'il faut absolument faire converger les stratégies de décarbonation et d'adaptation. On l'a dit par exemple sur la mobilité, le fait de limiter la mobilité carbonée, ça fait aussi du bien au confort urbain, ça rafraîchit et ça limite la pollution. Donc de toute façon, on est aussi dans une stratégie qui contribue, qui a des bénéfices pour le confort et pour l'adaptation aux îlots de chaleur, notamment aux chaleurs extrêmes. Mais donc moi je ne pose pas les deux, mais on fait le constat, c'est ce que je disais, avec le constat qu'on fait de manière un peu empirique avec les collectivités qui nous interrogent. Le constat de l'accélération des effets du changement climatique, on est presque tous surpris, hein, y compris les experts du GIEC, par la vitesse à laquelle ça va. Et donc de toute façon, il va falloir s'adapter, c'est-à-dire qu'il va falloir continuer de décarboner, mais il va falloir aussi s'adapter et assez vite. Parce que déjà, on a fermé les écoles 3 jours en juin, déjà on doit arrêter les chantiers entre midi et 4 heures en été désormais, et déjà on est dans un système qui n'est pas vraiment un monde urbain, en tout cas, qui n'est pas celui qu'on a connu il y a encore 20 ans. Moi je faisais beaucoup d'aménagements dans mes fonctions précédentes. Le quartier urbain qui était le plus salué en termes de conception, de projets sociaux, culturels, etc. il y a quelques années, et post-loi SRU, donc 2000, c'est l'île de Nantes. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un grand quartier sur donc une ancienne île qui faisait, qui était, comment dire, le chantier naval de la ville de Nantes et qui a été complètement désindustrialisé et transformé. Aujourd'hui, seulement 25 ans après la loi SRU, cette idée d'une ville compacte sur une île, sur laquelle on est en train quand même d'implanter un hôpital, un énorme hôpital métropolitain sur une berge, alors qu'on constate la montée des eaux, qu'on a très peu végétalisé, puisqu'on a gardé un certain nombre de grands espaces liés à la vie industrielle préalable de ce territoire. Je dis seulement 20 ans après que cette conception qu'on a saluée comme étant extrêmement innovante, intelligente pendant 15 ans est déjà obsolète. Et or, l'aménagement, ça dure 15 ans ou 20 ans. Donc c'est quand même assez difficile de mesurer l'accélération face à laquelle on est aujourd'hui. Et donc ça crée évidemment plein d'incertitudes. Alors là, on a fait la démonstration que la végétalisation avait des effets concrets mesurables, 6 ou 7 degrés de moins sur les espaces végétalisés par rapport à des espaces imperméables. C'est déjà un effet qu'on sait mesurer, donc on sait déjà dire que c'est une solution qui en tout cas paraît relativement solide. Et pourtant, demain, si on n'a plus d'eau, comment est-ce qu'on va maintenir cette végétation avec une difficulté à la maintenir humide et à l'arroser, à l'entretenir peut-être avec des coûts de fonctionnement qui vont être plus élevés, etc. Donc on avance un peu pas à pas avec les solutions qu'on a, je vais dire, un peu sur étagère. Et celles qu'on a quand même éprouvées, à essayer de s'adapter au rythme de l'accélération des effets du changement climatique. Donc, en tout cas, moi, mon point de vue, c'est qu'on ne peut pas ne pas s'adapter et qu'il faut commencer tout de suite, parce que planter des arbres, en plus, ça met quand même 30 ou 40 ans à devenir suffisamment massif pour que ça fasse de l'ombre sur le trottoir. On ne peut pas non plus opposer ça à la décarbonation, il faudra continuer à financer et à promouvoir des actions d'atténuation. C'est vrai que le Green Deal européen s'est un peu ralenti, c'est vrai que la CSRD pour les entreprises, l'obligation RSE des entreprises c'est aussi un petit peu allégé. Bon. Et que comme les enjeux financiers aujourd'hui sont du côté de l'assurabilité, du risque des dommages à éviter, etc., l'adaptation a pris sans doute un peu le pas, et d'ailleurs compris dans les COP climat, a pris le dessus, un peu par la force de la réalité de ces événements. Oui, merci pour vos interventions très stimulantes et merci aussi au CODEF pour l'organisation de tout ce cycle de conférences qui constitue quand même un vivier hyper inspirant, je pense, pour plein d'acteurs dans le territoire. Je pense qu'il y a
encore à faire savoir que c'est accessible. Sur une des approches que vous avez mises en avant justement sur comment aller vers une adaptation plus transformationnelle, et puis sur ces idées que vous avez mises en avant sur la nécessaire coopération, solidarité. Alors moi je suis universitaire, mais peut-être pas, je ne vais pas parler de mes recherches à proprement parler, mais en tant qu'universitaire, je suis aujourd'hui vice-président de l'université en charge de la transition écologique. Vous venez parler de la RSE. Si on prend l'exemple à l'échelle toulousaine, il y a énormément d'établissements aujourd'hui, d'écoles d'ingénieurs, d'universités, qui ont écrit leur feuille de route pour la transition écologique. Il y a des entreprises qui ont des plans mobilité, etc. Le constat que je fais aujourd'hui, c'est que ces univers de prise de conscience et d'action sont très cloisonnés. Nous travaillons sur notre bilan carbone, on fait tout notre BGS, etc. Et je trouve qu'on ne fait pas masse par rapport à ça. Il manque encore des liens à construire entre les collectivités, par exemple, et l'enseignement supérieur, par exemple, mais aussi avec des entreprises. Et je crois qu'un des enjeux, c'est qu'effectivement les efforts que l'on fait chacun dans nos univers soient davantage mis en lien pour aller vers davantage finalement d'une transformation plus profonde. Et même aujourd'hui, les établissements de l'enseignement supérieur sont rassemblés à travers une commune, il y a des projets fédératifs, mais on voit que sur ces sujets-là, il faut aller plus loin et plus vite, et voilà, c'est loin d'être encore acquis. Je pense qu'il faut qu'il y ait des acteurs qui soient des facilitateurs de ces coopérations transversales, horizontales. Et ma deuxième remarque, là je viens plus sur cette géographie prioritaire. Je rentre de 4 jours de terrain dans le territoire du méga-feu des Corbières. Ils appellent ça l'ogre des Corbières, et on a rencontré plein de gens profondément marqués par ce qui s'est passé il y a 4 mois. Et ce que j'ai entendu moi dans les entretiens, c'est énormément, il faut porter attention justement à ces singularités locales, à ces savoirs locaux autour de la biodiversité, des savoirs profanes parfois qui ont été profondément ignorés. Et je pense qu'il y a une vraie urgence aujourd'hui à reconnaître cette culture aussi de l'adaptation locale, à partager, et aussi à aider ces territoires qui sont quand même aujourd'hui complètement bouleversés dans ce travail d'adaptation, parce que ce sont de vrais sentinelles, me semble-t-il, pour l'avenir. Donc ça plaide vraiment pour cette géographie prioritaire qui concerne toutes les politiques publiques, agricoles, environnementales, mais aussi tout ce qui a trait au service public, au service de sécurité d'incendie. Voilà, petit témoignage aussi d'un travail de terrain en cours. Merci pour ce témoignage. Je trouve que c'est important ce que vous dites là, parce qu'il y a vraiment la nécessité, si on veut être sur une adaptation qui soit adaptée, j'allais dire, d'être sur un réancrage. C'est bien effectivement d'aller voir à droite, à gauche, qu'est-ce qui a été fait, mais chaque territoire effectivement, et chaque population sur ce territoire a ses spécificités et aura des modalités d'action et de fonctionnement qui vont être différents. Et ça, il faut effectivement reprendre conscience qu'il y a besoin de revenir un peu à cette connaissance-là, des savoir-faire locaux, des spécificités locales, pour être sur quelque chose d'un petit peu plus ciblé. On voit beaucoup, alors ça c'est peut-être mon autre casquette, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de guides qui promeuvent un certain nombre d'actions dites exemplaires, etc., et où la tentation peut être sûrement très grande de faire pareil parce que ça a bien marché. Si on ne se réinterroge pas sur ce qui fait la particularité du territoire sur lequel on est, si on ne se réinterroge pas sur la particularité des personnes et des acteurs en présence, peut-être qu'une bonne partie, je ne sais pas estimer du tout le pourcentage, mais une bonne partie de ces actions, elles vont peut-être pas se mettre en place, en œuvre, ou alors imparfaitement, ou alors elles n'auront pas le résultat escompté. Donc il y a vraiment un travail préparatoire qui est extrêmement important et qui est important à partager effectivement. Pour rebondir sur la première intervention, je trouve que la mise autour de la table elle est hyper importante dans ce cadre-là, parce que il n'y a pas qu'un sachant en fait dans l'élaboration d'une stratégie d'adaptation. C'est l'ensemble des acteurs sont en capacité d'amener quelque chose. Et peut-être que l'institution qui porte la stratégie d'adaptation, elle a un rôle important d'animation territoriale en fait sur ce sujet-là. Pour pouvoir valoriser un petit peu toutes ces initiatives et
et les mettre en cohérence, en fait, en convergence, pour que, effectivement, ça porte. Peut-être si je peux faire un deuxième plaidoyer après la géographie prioritaire, c'est celui de transformer complètement l'outil des COP territoriales, puisqu'on a mis en place avec le secrétariat général à la planification écologique un dispositif de territorialisation des enjeux de planification écologique, d'abord sur la décarbonation, qui est descendu avec des chiffres nationaux qui sont devenus régionaux, qui sont devenus intercommunaux, très descendante. Et puis, deuxième année de la planification écologique, on a essayé de faire la même chose avec l'adaptation. Ça a complètement raté. Parce qu'en fait, on ne sait pas faire de manière descendante des stratégies d'adaptation. Et donc, si, voilà, pour essayer de trouver un mode d'organisation, de gouvernance du territoire qui soit capable, sans que ce soit la parole publique des élus, qui est un peu, malheureusement, un peu démonétisée aujourd'hui, il faudrait inventer ces plateformes territoriales de l'adaptation, qui seraient des COP, comme on a fait à la COP climat, mais vraiment adossées, comme tu disais, aux réalités d'un territoire qui a une histoire, qui a une géographie, qui a une sociologie, qui a un passé industriel ou pas, qui a un passé agricole, et dont évidemment les ressorts ne sont pas les mêmes que le territoire voisin. Je pense que voilà, l'autre plaidoyer, ça serait de faire de la planification écologique par le bas et de considérer au sein de l'État, dont je viens, je précise, que c'est aussi valable de sommer des actions territoriales pour répondre à des objectifs d'intérêt national que de descendre avec des chiffres, des trajectoires depuis le niveau central jusqu'au niveau local. Et ça, je pense que ça serait un des outils, et là encore une fois, on n'a pas encore les outils de cette nouvelle gouvernance, mais un des outils de l'appropriation aussi par les différentes parties prenantes, de leur rôle et de leur contribution possible dans cet enjeu de réduction de la vulnérabilité, donc qui seront un jour les victimes. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces parties prenantes, si on n'améliore pas la résilience ou si on ne réduit pas la vulnérabilité de leur territoire, ils paieront un jour l'addition, soit en capacité de développement économique, soit en précarité, soit carrément avec des drames, puisqu'on en a connu. Donc, voilà. Ce sera l'enjeu du mandat prochain, inventer la gouvernance de l'adaptation des territoires au changement climatique. Et je pense que cette socialisation d'un certain nombre d'outils et d'objets participant à la résilience, je parlais des espaces rafraîchis par exemple, va en faire partie. Dans le droit fil de l'intervention précédente, vous avez fait circuler un questionnaire et je trouvais que le libellé de vos questions allait justement dans ce sens d'identifier les initiatives, d'identifier les compétences et qu'on ne soit pas que dans une vision où on attend tout de politique, où le citoyen est passif. Est-ce que vous avez commencé à dépouiller un peu le résultat de ces questions ? Non, pas encore. On n'a pas encore eu le temps d'analyser. On l'a fait passer hier et là, on vient juste de faire un format papier. C'est le questionnaire du CODEV dont on parlait, c'est ça ? Oui. Non, mais juste en complément, Clara a répondu sur l'exploitation du questionnaire, dire qu'on voit bien quand même aujourd'hui que l'action publique, elle reconnaît aussi ce que Laurence, tu appelais les savoirs profanes ou les savoirs vernaculaires. Je voudrais moi citer, pour exemple, la métropole de Dunkerque, qui a été confrontée à un épisode dramatique d'inondation, et où en fait il y a des savoirs profanes vernaculaires de gestion du système des polders qui s'est pour partie perdu, mais qui néanmoins reste la pratique aussi d'un certain nombre d'habitants. Et on voit bien là que la métropole de Dunkerque retravaille effectivement et reconnaît ces savoirs-là. Donc on est bien aujourd'hui dans la nécessité de devoir prendre en considération aussi l'ensemble de ces savoirs qui se sont construits dans le rapport à l'environnement, qui ont été pour partie perdus. C'est le Pays Basque aussi qui retravaille la question des communs et la gestion des communs dans les montagnes basques, avec l'idée qu'effectivement on peut retrouver dans ces pratiques-là une autre manière d'aborder et de traiter les espaces collectifs ou les espaces publics. Donc il me semble qu'il y a bien effectivement ces éléments-là. Et l'autre
élément, c'est le préalable de la vulnérabilité. Enfin, je crois que ça a été dit beaucoup par Geneviève et Hélène, et Fabienne Bougère. C'est pas grave. Fabienne. Vous en avez deux. Oui, la philosophe Fabienne Bougère avait beaucoup insisté sur la nécessité d'accepter la vulnérabilité. Et on voit bien là quand même que c'est un changement radical de représentation de soi et de n'importe quel territoire et de n'importe quelle collectivité. Une collectivité, elle met plutôt en avant son attractivité, ses forces, etc. Commencer par reconnaître ses vulnérabilités, il y a effectivement, tu l'as dit, peu finalement de territoires aujourd'hui qui sont capables effectivement de les reconnaître, de les documenter et éventuellement de partir de ce constat-là pour construire des politiques d'adaptation. Donc je pense que là, il y a un changement absolument radical de manière de se représenter aussi. Alors ça vaut pour les territoires et ça vaut pour les sociétés aussi. Ça vaut pour chacun d'entre nous. Comment on accepte effectivement nos propres vulnérabilités, sachant qu'elles ne sont pas identiques, mais sachant que tout le monde effectivement est vulnérable. Et je pense que ce que tu disais sur le fait que la vulnérabilité, c'est pas la pauvreté, quand on est sur ces questions-là, c'est fondamental, parce qu'on rabat généralement la question de la vulnérabilité sur la question de la précarité économique. Or, les riches, les strates les plus aisées, ont aussi des vulnérabilités au regard des enjeux de transition écologique. Ça marche plus, je crois. Il est 8 heures. La lumière soit allumée. Parce que c'est l'heure. Juste pour compléter, je me mets debout pour que ce public voit. Il y a la reconnaissance de la vulnérabilité et de la dépendance avec les autres territoires. Et moi, je pose la question de la solidarité entre les territoires. Et je suis à la transformation des métropoles sur des collègues. Et en fait, je n'ai pas parlé trop de la question de l'eau. On a un gros problème de dépendance, le problème de déficit en eau pour fabriquer de l'eau potable. Et d'où vient l'eau? Les Pyrénées. Donc il y a des territoires au-dessus de nous et on partage aussi l'eau de la Garonne avec le Gers, avec le système d'Est qui dépend 30%. À un moment, voilà, comment ces questions aussi de solidarité, de dépendance entre territoires, elles vont être posées dans les stratégies d'adaptation. Je sais que dans le Gers, le SAGE se pose la question parce que demain, on va encore garder 30% ou peur, parce qu'à Toulouse, ils sont vachement plus nombreux que nous. Donc c'est vraiment une question à partager aussi avec les habitants, jusqu'où on est capable d'accepter cette dépendance, jusqu'où on est capable de montrer notre solidarité. Écoutez ça, la question de l'eau à la métropole s'en saisit au travers de la compétence GEMAPI qu'elle porte. Donc il y a tout un tas de réflexions qui ont été menées, qui continuent d'être menées et qui continueront de l'être dans le cadre du prochain plan climat. Et donc il y a des travaux qui sont menés dans le cadre de ce qu'on appelle les SDAG, etc., les schémas directeurs de l'aménagement et de gestion des eaux, des instances de bassin, parce que ça dépasse effectivement, ces questions dépassent le périmètre uniquement administratif d'une métropole. Donc on fait partie des instances, voilà, on est représenté dans les instances de bassin, on prend part aux discussions. C'est vrai que sur Toulouse, la question de la capacité de la collectivité à fournir l'eau potable à ses habitants, pour l'instant, dans les projections, c'est pas un enjeu qui est identifié comme problématique, parce que l'eau potable reste effectivement une priorité par rapport aux autres usages. Mais voilà, le sujet continuera d'être traité dans le cadre du plan climat et de la compétence GEMAPI que porte la collectivité. Le sujet de l'eau, c'est quelque chose aussi qu'on travaille beaucoup avec les entreprises.
par rapport notamment aussi à la question des inondations. On a parlé beaucoup de partenaires là, ce soir, de partenariats, d'échanges, de dialogue avec les différents acteurs. Donc les entreprises, ce sont aussi voilà, des partenaires avec lesquels on échange beaucoup, et notamment sur la question de l'eau et du risque des inondations. Et pour ce qui est du monde universitaire, effectivement, c'est un peu un trou dans la raquette qu'on a constaté lors de ce mandat sur comment on noue un dialogue un peu plus ténu sur les questions de transition écologique. Donc c'est ce qu'on a commencé à mettre en place. On a eu des échanges avec la commune justement pour travailler nos enjeux, nos stratégies et voir ce qui était mis en place au niveau des universités et comment on pouvait les accompagner éventuellement ou leur faire bénéficier de nos outils. Mais dans le cadre du prochain plan climat, donc on a tout un processus de participation citoyenne qui est prévu, j'en ai touché 2 mots tout à l'heure, qui associera le CODEV, mais qui a l'intention également d'associer tout le monde universitaire de façon un peu plus resserrée. Peut-être un mot. Ouais, je voulais dire un mot des solidarités territoriales, amont-aval ou aval-amont. Et même au-delà, par exemple, il y a certaines grandes villes, du centre Paris par exemple, à négocier avec les territoires ruraux le fait d'être la compensation carbone de ces émissions, largement au-delà du bassin parisien, même dans le Morvan ou dans le Grand Est. Et cette question de renoncer au modèle de la métropole puissante qui va acheter finalement ses biens précieux à l'extérieur sans reconnaître qu'elle en est totalement dépendante, c'est aussi quelque chose qui va forcément devoir muter. On ne peut pas rester sur l'idée qu'il y a des territoires servants et des territoires servis et que finalement le monde rural c'est juste la réserve d'énergie renouvelable, de stockage de puits de carbone, de captage d'eau potable, etc. D'ailleurs, les élus ruraux se mobilisent en disant toute cette aménité rurale, comment est-ce qu'on la monétarise, comment est-ce qu'on nous la rend comme étant un service, pas seulement un service pratique, mais un service essentiel à la vie des grandes, notamment des grandes métropoles, en tout cas des grandes villes qui font polluer. Ça fait partie, pour moi, de ce changement de paradigme, de cette transformation vraiment fondamentale à laquelle on doit aspirer. Dans un travail que j'avais conduit sur la sobriété foncière dans mes fonctions précédentes, on avait conclu qu'il y avait finalement 4 étapes à faire passer aux décideurs publics, aux élus locaux notamment, pour arriver au recyclage urbain sobre en foncier. La première, c'était le renoncement au modèle de l'étalement de la consommation, de la croissance associée à la consommation d'espace, qui était le modèle de base sur lequel les élus sont élus en général, d'ailleurs, ils vont se développer en s'étendant. Donc il y avait déjà cette première étape de prise de conscience qu'il fallait renoncer à cette idée que se développer, c'était s'étaler. De la même manière, les grandes villes vont devoir renoncer à l'idée que les territoires non urbains sont leurs subsides pour éviter d'avoir à faire eux-mêmes des efforts sur leurs propres conditions d'existence. Donc je pense que ça, c'est la première étape, le renoncement. Après, on avait identifié qu'il y avait le consentement, il faut consentir à l'alternative, c'est-à-dire finalement, peut-être que faire la ville sur la ville, c'est pas si mal, on va peut-être en tirer des bénéfices patrimoniaux, économiques, etc. Et puis, progressivement, s'approprier ces nouveaux modèles et à la fin, coopérer pour réussir à les mettre en œuvre. Je pense que ça s'applique assez bien aussi aux stratégies d'adaptation. Déjà, on doit consentir à ce que notre positionnement dans la société, en tant que décideur public urbain ou en tant qu'individu, va devoir être modifié par rapport au cadre auquel on est habitué, et notamment ce rapport à la puissance. Enfin, c'est ce que tu disais, je pense que peut-être qu'il faudrait mettre des femmes partout au pouvoir, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a un sujet là du modèle de l'attractivité, de la prédation, qui est encore la référence du développement, ou en tout cas de la mise en œuvre d'un projet. Alors que ça ne sera certainement pas ça demain, il faudra arriver à respecter les autres dans un monde dont les ressources sont finies et qui pose des questions de solidarité de plus en plus aiguës, et notamment celle de la ressource en eau, mais pas seulement la ressource en sol, la pollution, un tas d'autres choses. On arrête là, en tout cas, merci à vous. Donc, je vous rappelle que les conférences font l'objet d'une publication. Donc, il y a un premier volume qui fait la synthèse des 6 premières conférences. Il y a un second volume en préparation qui sera probablement prêt en janvier-février. Je veux dire que pour le moment, on se met en veille, en pause.
que probablement après les élections, quand le CODEV sera renouvelé, il est possible qu'il reprenne un second cycle de conférences, mais je vais dire pas avant maintenant mai, juin ou septembre prochain. Donc pour le moment, voilà, nous nous mettons en veille. Voilà. Merci à vous. Ça n'empêche pas que vous suiviez sur le site nos activités et nos travaux. Merci. Bonne soirée.